Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Spectrum Télévision comme chaque mercredi soir. Au menu de cette édition du 15 septembre de la Nuit du Sport, on va s'intéresser au volleyball avec notamment la qualification du Cameroun pour les prochains championnats du monde de volleyball masculin prévus en Russie en 2022. L'équipe nationale de volleyball en se qualifiant pour la finale du championnat d'Afrique qui vient de s'achever avait dans la foulée obtenu son passe pour ces championnats du monde. Hier mardi en finale, le Cameroun est tombé contre la Tunisie. On en parle dans un instant dans la pause actu, tout comme on va parler de la 26e édition de l'Afro-Basket Dames qui se déroule ici même au Cameroun du 17 au 26 septembre prochain. Dans cette discipline, le Cameroun court toujours après son premier trophée continental. Cette année peut-elle être la bonne? La question sera posée à nos invités. Il y a une seconde partie consacrée au débat de thématiques ce soir, le retrait de l'organisation du championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun par la Confédération africaine d'athlétisme. On tentera de comprendre pourquoi et on reviendra sur le processus électoral actuellement en cours à la Fédération camerounaise de football. Voilà pour le menu global de cette émission ce soir. Charles Mongué-Mouyem est avec nous, consultant en communication et en marketing. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent et tous ici. Également en plateau ce soir, Yves Désiré Ekwala, analyste de sport. Bonsoir Yves. Bonsoir Lydie, bonsoir à Charles, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Nuit du Sport. Et juste à côté de vous, le coach Anes Mabouka. Coach, bienvenue. Ouais, bonsoir Lydie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Et je suis ravi d'être là. Merci en tout cas, messieurs, d'être avec nous ce soir. Et on va démarrer la pause actu par cette bonne nouvelle qui est tombée cet après-midi du côté du Rwanda où se déroule le championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames notamment. Le Cameroun s'est qualifié pour les demi-finales après sa victoire ce jour face au Burundi. Il y avait de quoi danser évidemment. Score de la partie 3-7 à 0. De manière globale, Yves Désiré Ekwala, parcours sans faute quand même pour cette équipe du Cameroun qui, on s'en souvient, s'était déjà imposée face au Kenya le 12 septembre dernier lors de son premier match. Et second match aussi, Cameroun-Tunisie 3-7 à 0 lors de sa deuxième rencontre dans cette compétition. Et ce mercredi, elle s'impose également face au Burundi. Non, on voudrait dire tout simplement que cette victoire, enfin cette série de victoires ne surprennent pas beaucoup de fanatiques de volleyball, en ce sens que c'est une fédération, il faut l'avouer, qui depuis un certain nombre d'années fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, c'est vrai que j'aime souvent dire que qui va loin ménage sa monture. C'est une fédération qui travaille sur toutes les catégories et c'est pour ça que depuis à peu près un mois, on a les moins jeunes et cette année, cette fois-ci, on a les seniors qui sont en compétition africaine. Et on voit leur parcours. Donc, je dis simplement que bravo à cette équipe et vivement que ça continue. Et il aurait fallu demander de préparer la relève, mais je sais qu'elle est déjà en gestation. Et c'est tout mérité. Voilà. Et jusqu'où vous voyez cette équipe féminine dans ce championnat d'Afrique? Non, je veux dire qu'après avoir remporté le premier match contre le Kenya, parce que ça c'est une des équipes qui me faisait le plus peur, le Kenya, on les connaît, on les a vus à Yaoundé lors des championnats d'Afrique qui ont eu lieu au Cameroun. On a gagné, je crois en finale on les a gagnés à l'heure. Et battre le Kenya, pour moi j'ai dit wow, c'est déjà pas mal. Et la Tunisie 3-7 à 0, j'ai suivi tout le match, je me suis dit voilà une équipe qui s'est préparée pour des résultats probants. Donc vous la voyez quand même au sommet de l'Afrique. Je vois cette équipe au sommet de l'Afrique. D'accord. En tout cas, on va suivre l'évolution de cette équipe de volleyball du Cameroun. On va peut-être laisser les dames pour parler des messieurs. Les messieurs qui se sont donc qualifiés pour les prochains championnats du monde prévus du côté de la Russie en 2022. Mais ce qui reste quand même un peu travail de la gorge, Charles Mongué-Mouyem, c'est cette finale perdue hier face à la Tunisie. Encore, on va pouvoir le dire ainsi. Oui, vous savez, l'espoir demain, comme je le dis souvent,
quand vous avez une équipe qui vous domine et qui n'arrête pas de progresser également, vous avez du mal à revenir pour commencer à la battre. Donc, elle peut vous battre, elle va être votre bête noire pendant plusieurs années. Ce qu'il faut faire à un moment donné, c'est peut-être de mettre les bouchées double ou triple pour essayer de rattraper l'écart qui vous sépare. Donc moi j'ai vu le match et il faut dire que notre équipe, généralement, c'est en fin de set qu'elle gaspille tout le temps. C'est-à-dire que dans la première moitié du set, ça va, je peux même dire au cours des 2 tiers du parcours, mais après, dès qu'on est à 19, à 19 points, c'est fini. Ces gars mettaient le turbo et ils nous prenaient 2 points, 3 points et c'était fini. Donc je crois qu'il y a peut-être quelque chose à gérer sur le plan mental là-dessus et voir aussi la tenue de route sur le plan physique. Est-ce que c'est un problème de rechange? Est-ce que les mêmes joueurs jouent tout le temps pendant le match au point où à un moment donné, il y a un coup de fatigue, c'est une possibilité. Mais il faut dire que la suprématie de la Tunisie est consacrée. Maintenant, moi, ce que je regrette parfois, c'est que quand nous revenons de ce type de compétition, nous n'avons pas l'impression qu'il y a un véritable bilan technique qui est fait et qui est public. Parce qu'il va intéresser les équipes. Parce qu'on va vous dire non, il y a un bilan qui est fait, mais quand vous dites qu'il est oui, public... mais qui doit être public. Voilà. Parce que les clubs doivent s'inspirer de ce type de bilan. C'est-à-dire que pourquoi la Tunisie domine? Est-ce que la dernière finale que nous avons jouée contre la Tunisie, je crois il y a 2 ans, Il y a 2 ans, oui. et celle d'hier, 2019. sur quel point est-ce que le Cameroun a progressé? Est-ce que la Tunisie progresse toujours ou c'est nous qui stagnons? Il faut savoir tout cela pour mettre des programmes en place qui permettent de rattraper cet écart qui nous sépare toujours de cette équipe-là. Et puis maintenant, regardez le volet africain globalement. C'est vrai, c'est bien de jouer les CAN tout le temps, de gagner, mais quand on va au championnat du monde, quel est notre sort? Même celui de la Tunisie en question. Face à qui? Quel est le niveau mondial du volet aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait problème par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce qui nous sépare encore du niveau mondial pour qu'on commence à tutoyer les demi-finales, les finales de ces compétitions mondiales? C'est tous ces bilans-là, à mon sens, techniquement, qu'il faut faire froidement. Et non rester dans l'euphorie des filles. Oui, ils se sont battus, ils n'ont pas baissé les bras. Oui, c'est évident, c'est bien de les encourager. Mais maintenant, froidement, si on veut avancer un jour, si on veut que le volet africain commence à tutoyer le volet mondial de façon frontale, il faut qu'on ait le courage de faire des bilans techniques froids. Les techniciens seront là, ils vont analyser et le volet est bien loti parce qu'il y a tellement d'images dans le volet, parce que le volet est l'un des sports où on fait le maximum d'images puisque les entraîneurs eux-mêmes font des images pour analyser le jeu rapidement, etc. et donner des consignes. Donc il y a de la matière, mais malheureusement, quand nous revenons, soit nous sommes euphoriques parce que nous sommes qualifiés en Coupe du Monde et nous estimons que c'est bon, mais pourquoi on n'ambitionne pas de gagner au niveau mondial? Pourquoi on ne veut pas savoir qu'est-ce qui nous manque pour atteindre ce niveau? Il faut y aller. Et puis maintenant, quand vous avez fini de faire ce bilan-là, et vous regardez les pays qui avancent, vous regardez le nombre de licenciés qu'il y a en volley, le nombre de clubs de volley qu'il y a, vous allez commencer à comprendre où est le problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que, est-ce que la discipline se joue autant qu'elle devait se jouer dans le pays? Pour qu'on ait le maximum de chances, c'est eux les techniciens qui disent souvent que c'est quand la base est très large qu'on a des chances d'avoir un sommet de qualité. Est-ce que la base est vraiment très large en matière de volley aujourd'hui? Il faut questionner tout cela. Moi, je crois qu'il faut faire toujours ces choses froidement. C'est le rôle de la fédération, c'est le rôle de leur direction technique nationale, c'est le rôle des entraîneurs de club. Et comme ça, on tirera profit. Et à la prochaine campagne, on fera donc véritablement le bilan. D'où viennent nos joueurs? Combien jouent ici? Combien jouent à l'étranger? Où est-ce qu'ils se forment? Si on en a un qui joue en Russie, un qui joue aux États-Unis, comment fusionner toutes les techniques qu'ils apprennent? Quelles sont les techniques que nous utilisons par rapport à ces pays d'où viennent nos joueurs? Est-ce qu'on arrive à concilier les techniques que nous voulons utiliser avec ce qu'eux, ils ont appris? De quelle école sont-ils? Il y a tellement de choses. Moi, je dis souvent que vraiment, je ne comprends pas que nos fédérations soient aussi tristes
à s'occuper des questions de guerre, de personnes, de tranchées, alors qu'il y a tellement de choses enthousiasmantes à faire. Je vous assure que toutes ces analyses-là, vous imaginez, vous êtes dans un think tank d'une fédération où vous avez ces analyses à faire, c'est très passionnant. Mais j'ai l'impression que les gens, leur passion s'arrête aux honneurs parfois immérités. C'est vraiment dommage. Yves Désiré Equalab, avant de poser la question au technicien qui est sur ce plateau, de manière globale, comment est-ce que vous avez trouvé le Cameroun dans cette finale hier face à la Tunisie? On rappelle que la Tunisie s'est imposée par 3-7-1. Oui, moi j'ai rêvé, c'est-à-dire que quand j'ai vu le Cameroun déjà gagner le premier set, je me suis dit, wow, on peut. Parce qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. La Tunisie et nous, c'est à peu près ça. N'ayons pas honnête entre nous. Et avec tout ce que les gars ont dû cravacher la veille pour battre en demi-finale le Maroc, oui. Ils étaient super épuisés. Donc en 24 heures, parce que je me suis dit, qu'est-ce que les médecins vont faire après? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer et être prêt pour le lendemain en finale? Je me suis posé une question. Et quand ils sont revenus sur le terrain, effectivement, ils ont remporté le premier set. Mais à partir du deuxième, effectivement, comme Charles l'a dit, on va jusqu'à peu près 15, où on est à égalité, parce que faut que j'ai regardé le match Falzo. Je le regarde, je l'ai suivi. Mais lorsqu'ils prenaient l'avance, parce que quand le Cameroun a mené 2 fois, mais dès que les Tunisiens reprenaient l'avance, j'ai l'impression qu'on avait comme un coup de fatigue. C'est-à-dire qu'à un moment, on commençait vraiment à être épuisé. On revient à 2 points, on a un écart de 5 points, on revient à 2 points, on a l'impression on est en train de revenir. Et après, vous avez une erreur de service, vous savez, c'est trop, là c'est vraiment la pire des erreurs, tout le monde peut en commettre. Mais à un moment, je veux dire, c'est une équipe que j'ai trouvée compétitive, je veux dire oui. Mais maintenant, je pense qu'effectivement, il y a des petits réglages à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait qu'on ait effectivement, comme Charles a dit, qu'on ait des séances d'autocritique et qu'on sache qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais je dis, c'est bien, on est euphorique parce qu'on est en train d'aller en 2022 pour les championnats du monde. C'est bien, on va encore les regrouper à un mois de la compétition. Je dis, c'est pas ça le plus... C'est pas ça l'urgence, mais je dis, il faudrait qu'on essaye comment je veux dire ça, de se regarder vraiment dans un miroir et dire ce qu'il faut réadapter, rajouter, ainsi de suite. Parce que je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est toujours le Maghreb, par exemple, au JO qui s'est rapproché des finales. Parce que je vois que la dernière équipe doit être sortie en quart de finale au JO dernier. Quelle est la différence qu'il y a entre eux et nous, effectivement? Donc c'est important de le savoir. On a une équipe, voilà, c'est la 2e année qu'elle arrive. Moi, j'ai dit à quelqu'un, excuse-moi, mais j'ai fait des séries. En match de poule, on joue la RDC, on joue le Mali, on joue le Niger. Je concède un seul set au premier match contre la RDC. Je dis, mais excusez-moi, soyons maintenant, on a gagné, on est d'accord, qu'on soit qualifié, c'est bien beau. Mais en poule, on a joué qui? Et je ne minimise personne. Hein. Regardez le classement de toute la compétition. Les 3 équipes qui étaient avec nous dans la poule sont 40e. Elles jouent les bas du classement. C'est-à-dire que la RDC a joué, je crois, le 7e match de classement de la 7e place. Donc, quand vous regardez ça, vous vous dites, ça veut dire qu'on a fait une première partie où on a, effectivement, malheureusement, fait tourner les mêmes joueurs jusqu'en finale. Donc, je pense qu'en termes de récupération, c'était pas intéressant. Donc, je crois qu'il y a un problème de récupération à un moment et puis une question de les booster un peu. Je crois que sur le plan psychologique, les gars manquaient un peu de ce qu'on a vu en fait la veille. C'est vrai que le Maroc, ce n'est pas la Tunisie, mais ce qu'on a vu la veille nous a fait nous donner l'impression que les Camerounais étaient vraiment, comme on appelle, le fighting spirit. Ils étaient vraiment engagés, ils avaient envie de gagner. Sauf si vous me direz qu'avant la finale, ils savaient qu'ils étaient en ballottage défavorable. Hein. Mais bonne équipe, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à refaire. Il y a du boulot alors. Il y a du boulot. Si on vous comprend, 11e sac continental pour cette équipe de la Tunisie quand même, 3e fois consécutive. Décidément, la Tunisie trône sur le volleyball africain chez les messieurs. Peut-être avant de revenir un peu sur la problématique soulevée tout à l'heure par Charles, à savoir que vaut vraiment cette discipline sur le plan mondial. Coach, un mot sur le parcours du Cameroun dans ce championnat d'Afrique à Kigali. Oui, moi je vais revenir juste pour les demi-finales. Parce que là, il y avait déjà les indices par rapport à la fatigue d'hier. Parce que quand vous regardez comment on a terminé le match contre le Maroc, ça vous donne des indices. Donc c'était aux techniciens maintenant
de voir comment manager cette fatigue à la finale. Parce que quand vous regardez bien, on a encore la force de gagner le premier set. Oui, 16-25. Ce qui veut dire que le Cameroun a encore quelque chose dans les jambes. Mais la continuité, puisque... Il y a quand même eu 25-21, 25-21. Puisque quand vous regardez au niveau, au niveau du jeu, voilà. quand il y a fatigue aujourd'hui, concentration, la concentration n'est plus là. C'est ça qu'on doit regarder sur le plan psychologique. Quand un joueur est fatigué, il n'est plus concentré. Quand il est à point physiquement, qui peut continuer, il est plus concentré. Ça veut dire qu'il est interdit, impossible pour ce joueur de rater les services. Donc c'est ce genre de choses. Parce que Charles a tout dit. Quand Charles développe quelque chose, toi le technicien, ça te donne un peu les points que tu as oubliés et que tu pouvais ne serait-ce que refaire à pouvoir ne serait-ce que gagner. Quand on revient maintenant au football, on revoit le Cameroun-Égypte. Ça veut dire qu'on a perdu. À un moment, on a commencé à gagner. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de voir comment nous pouvons ne serait-ce que gérer? Comment ça se travaille? Vous jouez une demi-finale mardi, à tel moment, et puis le lendemain, vous devez disputer une finale. Bon, là, La Tunisie joue après nous, hein, soit dit en passant. Bon, là maintenant... La Tunisie a joué sa demi-finale, elle a gagné 3-1, d'accord, mais... C'est sur le plan psychologique et sur le plan médical. Vous comprenez un peu? Il y a des produits, ce n'est pas dopant, c'est des produits qu'on conseille pour la surcompensation du muscle. Parce que le muscle prend un coup. Il faudrait que ça puisse ne serait-ce que lui donner la force, lui tonifier pour que ça continue. Maintenant, quand vous ne donnez pas donc le produit, parce qu'il y a beaucoup de moyens à ce qui concerne dans la médecine sportive qu'il faut mettre, que nous négligeons en Afrique. Mais en Europe, ça se passe. On se pose des questions, comment Cristiano Ronaldo peut jouer un match et revient jouer après 2 jours quand il y a Champions League et autres. Ça se passe comment? C'est clair. Il faut y mettre les moyens parce qu'il y a des produits qu'on a fabriqués pour ne serait-ce que tonifier le muscle. À un moment, quand le muscle est fatigué, il faudrait que vous lui donnez ce produit. Mais ce ne sont pas des produits dopants. Non, ce n'est pas dopant. C'est conseillé par la FIFA et par des médecins du sport. Dans le monde entier, c'est bien écrit, il dit. Quand vous regardez ça, ce qui n'est pas conseillé, c'est autre. On ne peut pas utiliser ça. Ce qui est conseillé, on prend ce produit. C'est pour cela qu'à toute fois qu'on joue des matchs comme des compétitions, comme les Coupes d'Afrique de volley, il y a une commission de dopage pour tester les joueurs. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, quand on revient, est-ce que le coach a qualité? Est-ce que les médecins qui étaient là-bas, sportifs, est-ce qu'ils ont vraiment ces produits? Est-ce qu'ils ont ce matériel? Vous comprenez un peu? Est-ce qu'ils ont utilisé aussi les matériels, les matériels plus simples? Ça veut dire qu'avoir ces produits et puis au niveau de la surcompensation et au niveau de la récupération, est-ce qu'ils ont utilisé aussi les glaçons et autres? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas médecin, mais j'ai dit, j'ai déjà eu à voir ça dans les clubs où j'ai travaillé en Afrique du Sud, où il fallait jouer un match notre mardi, où on est dans un tournoi d'une journée, on doit jouer 3 matchs. Il y a les glaçons que les enfants, à chaque match, ils sont icebox. Ils doivent prendre ça. Ils doivent entrer dans le glaçon pour régénérer le muscle afin de continuer le match après 1 heure ou 2 heures. C'est des tournois qui se passent en une journée. Vous comprenez un peu? Donc, il y a tous ces moyens-là qu'on n'a pas pu, moi je crois. Parce que quand vous regardez cette équipe, dans les demi-finales, ils vous montrent qu'ils ont donné tout. Ils ont donné tout aux demi-finales. Ce qui veut dire que le 7 qui gagne en finale, c'est le peu là qui restait. Oui, c'est le peu qui restait. Et quand vous regardez donc maintenant, l'adversaire, qu'est-ce que l'adversaire a fait? Plutôt utilisé parce que peut-être le banc de touche était... Il y avait des meilleurs joueurs là-bas. Ils n'ont pas utilisé les bons joueurs dès le départ. Ils ont mis les joueurs en deuxième mi-temps. Sûrement, ils nous ont émoussés. Nos joueurs étaient tant émoussés. Nos meilleurs joueurs... C'est des stratégies. C'est pour ça qu'il faudrait toujours, toute fois que vous jouez avec une équipe que vous avez tout le temps joué, c'est d'aller étudier, de connaître les meilleurs joueurs de cette équipe. Déjà, quand vous avez le 16 de cette équipe, des meilleurs joueurs, vous savez à quel moment, et s'ils sont sur le terrain, je mets mes meilleurs. S'ils ne sont pas sur le terrain, moi aussi, je mets les joueurs qui sont peut-être du deuxième niveau, que je mets dans le terrain.
Donc c'est ça le management d'une équipe dans un groupe. Parce que quand tu regardes, bien sûr, je peux le dire, c'est les joueurs de seconde zone. Tu comprends un peu? C'est les joueurs qui ne sont pas titulaires. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a les titulaires dans une équipe. Comparativement au football, le volet est différent. Ça veut dire que vous pouvez changer à tout temps. Donc, au football, on a moins de joueurs, on est obligé d'utiliser les titulaires. Maintenant, au volet, c'est cette stratégie-là que je crois que la Tunisie nous gagne. Même au football, ils sont en train de réfléchir. Hein? Non, ils ne vont jamais réfléchir, ils ne vont jamais arriver là. Moi, je dis qu'au volet, c'est peut-être ce que le staff technique du volet, parce que quand vous regardez, tout le monde a parlé, j'ai vu le commentaire de Charles, j'ai vu le commentaire de Joseph-Antoine Bell, j'ai vu le commentaire de tous les sportifs camerounais qui ont félicité cette équipe avec la hargne qu'ils ont utilisée pour gagner les demi-finales. Donc moi, je crois que il est temps, comme m'a dit Charles, qu'on essaie d'analyser, de sortir des analyses, de sortir un peu quelque chose pour démontrer que voilà le bilan après avoir joué cette compétition, pour que d'autres personnes puissent ne serait-ce que intervenir. Ça peut les donner les indices. Ça pourra les donner des indices qu'en allant dans le championnat du monde, parce que nous avons vu le Cameroun, de ces grands, des Yoko et autres dans le championnat du monde, fait trembler le monde entier du volleyball. Donc je crois qu'aujourd'hui, d'abord je dis merci au président de l'Africa Volley, qui est à Bouem, Serge Abouem, qui fait un grand travail. Vous revoyez un peu qu'il est en train de vouloir faire en sorte que ça devienne le deuxième sport au Cameroun, après le football, c'est le volley. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, les coachs doivent repenser maintenant à jouer contre la Tunisie, comment faire et pouvoir, parce que au niveau de la formation des jeunes, comme a dit quelqu'un une fois, si on était à l'émission, c'est pas seulement d'aller à Bertois et autres, il y a le Nord, il y a des gens qui sont plus géants et tout ça là, qu'on puisse penser à la formation de cette jeune équipe, des jeunes joueurs et joueuses qui peuvent ne serait-ce que, parce que je crois que le Cameroun est l'un des pays en Afrique qu'on a respect pour le volley, que nous puissions un peu aller plus de l'avant en ce qui concerne le volley. Que le volley devienne comme le football. On a 5 sacres, qu'on ait aussi des sacres au niveau du volley. Voilà, peut-être pour terminer sur cette question, c'est vrai, le Cameroun a perdu la finale face à la Tunisie, mais peut quand même se consoler d'avoir arraché le ticket qualificatif pour les prochains championnats du monde. On rappelle la date, ce sera ces championnats du monde du 26 août au 11 septembre 2022 du côté de la Russie. L'Afrique sera donc représentée par la Tunisie et le Cameroun. Charles, comment est-ce qu'on devrait, qu'est-ce que le Cameroun devrait pouvoir faire pour pouvoir justement à ce niveau mondial-là avoir un parcours honorable? Il faut déjà dire que ces qualifications sont une bonne chose pour les questions de ranking. Parce que, bon, ça compte. Dans les tirages, il a dit tout à l'heure que parfois vous arrivez dans une poule pendant les qualifications, vous êtes comme dans du beurre, c'est-à-dire que... Mais c'est votre ranking qui vous permet d'avoir des équipes de seconde zone dans votre poule pour pouvoir aller plus aisément vers les phases cruciales. Parce que tous les sports aujourd'hui, c'est la même tendance. C'est-à-dire que les cadors, quand la compétition démarre, on les ménage un peu. C'est pour ça qu'on fait les chapeaux. Et on attend que, quand la compétition atteint son pic, que ces meilleurs soient là. Parce que sur le plan commercial, sur le plan de la communication autour du sport, c'est plus important pour les organisateurs d'avoir tous les meilleurs vraiment dans les derniers stades. Donc c'est une bonne chose déjà d'être qualifié, ça c'est certain. La chose à faire, à mon sens, c'est de toujours savoir pourquoi on y va. Quels sont les objectifs qu'on s'assigne quand on va à une telle compétition. Parce que je suppose que la DTN de volley et les sélectionneurs et les entraîneurs, même de clubs, savent pertinemment comment évolue leur discipline à travers le monde. Et donc, on peut savoir déjà qu'à cette compétition, quand on va, et c'est des compétitions où les règles de jeu permettent de bâtir les stratégies ou de les défaire. Parfois, vous savez, aujourd'hui, on se plaint qu'ils se sont fatigués parce qu'ils ont joué la veille et le lendemain. Mais si c'était l'époque où c'était service perdu, les matchs de volley étaient interminables. C'est-à-dire que vous pouvez savoir quand ça commence.
Mais vous savez jamais quand ça termine parce que quand vous aviez le service, l'adversaire ne pouvait pas marquer le point. Donc vous imaginez bien que les gens échangeaient le service pendant 20 minutes, il n'y a pas un seul point qui est marqué. Aujourd'hui, au moins, ils ont allégé le règlement. Vraiment, des deux côtés, le point se marque. C'était pour alléger, pour permettre que justement, dans ce genre de compétition, les regroupements durent un peu moins. Je voulais aussi dire que c'est vrai qu'on parle des questions de fatigue au niveau du tournoi. Mais dans ces sports aujourd'hui, c'est comme les pilotes. C'est les heures de vol. C'est-à-dire que les gars qui gagnent les championnats africains, mondiaux, européens, etc., ces joueurs-là, quand vous analysez leur saison, combien de matchs ont-ils dans les jambes? C'est important de savoir. Pour faire une comparaison par rapport aux nôtres, combien de matchs les nôtres jouent et des matchs de quel niveau? Parce que quand il parle de questions de récupération, le niveau du match aussi est important. Vous pouvez récupérer en championnat local, mais quand on vous met dans un tournoi de 2 mois, vous réalisez que vous n'aviez pas grand-chose dans les jambes. Parce que les matchs sont plus engagés, l'impact physique est beaucoup plus élevé, et puis la charge psychologique aussi, qui influe sur les muscles et tout, parce qu'il a dit tout à l'heure, quand vous êtes fatigué, vous n'êtes même plus concentré. Vous imaginez bien que quand vous êtes dans une compétition où vous savez que tout le pays est en train de vous regarder, et qu'on va se moquer de vous si vous ne gagnez pas, qu'on pense que vous êtes supérieur au Gabon, et si vous ne battez pas le Gabon, ça va être un problème au pays. Il y a un influx nerveux qui est tel que toutes ces choses-là accroissent encore plus la fatigue. C'est pour ça que pendant la saison, il faut voir comment vous avez été préparé tout au long de la saison pour arriver à ces tournois qui marquent l'apothéose souvent des saisons. Et chez nous, je ne sais pas si ce travail est fait. De toute façon, il n'est pas suffisamment rendu public pour que tout le monde apprenne. Quand je dis de le rendre public, ce n'est pas qu'on veut violer les secrets des fédérations, etc. Mais c'est pour aider. Même l'entraîneur du lycée d'à côté, qui a son équipe du lycée de volley, peut lui servir. Il sait qu'il est en train de dire à ces jeunes, toi tu as du talent, mais tu vois ce mec-là qui est en train de servir là. Pour arriver à ce niveau de service, tu vois la vitesse de service, tu vois la détente pour servir, parce que les services aujourd'hui c'est un smash. Oui. Hein? Nous, à l'époque, quand je jouais au volley, tu tapais même comme ça. Hein? Parfois, la manchette. Comme le volley, là. Tu fais ça à tous les coups. Ah ouais. Heureusement qu'on ne marquait pas les points, quand l'adversaire ne marquait pas les points. Sinon, c'était une cata. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas suffisamment fort pour que tu mettes la réception adverse en difficulté, c'est compliqué. Tu comprends un peu? Donc, je dis que toutes ces choses-là, si elles sont rendues publiques, tous les entraîneurs vont préparer les enfants. Parce que l'enfant qui joue minime, cadet, au lycée, commence à savoir quelle distance il a à parcourir pour arriver à ce haut niveau-là. Et il prépare son corps par rapport à cela. C'est le problème que nous avons. Nos jeunes ne préparent pas leur organisme à atteindre le très haut niveau. On se contente parfois de très peu. Parce qu'on n'a même pas l'information souvent. Or, quand il y a ce genre de tournoi, c'est l'occasion. C'est l'occasion de communiquer intensément pour que tout le monde réalise que je veux mon fils, je dis que mon fils est doué au volley, mais est-ce qu'en jouant seulement 4 heures par semaine, là, depuis 3 ans, il va atteindre là-bas. On est en train de me dire que ces gars-là, ils jouent combien d'heures? Regardez la NBA. Vous imaginez le nombre d'heures de basket que ces gars jouent là. Regardez d'abord le nombre de matchs qu'ils ont contre un même adversaire au cours de la saison. Et ça, c'est les matchs. Maintenant, vous imaginez, il y a les entraînements. C'est énorme. Hein? Il y a les playoffs, etc. Vous devez vous demander, mais ces gars-là, ils font comment au cours d'une saison? Ils jouent combien de matchs, combien d'heures d'entraînement? Et vous comprenez tout de suite que si vous restez à faire ce que vous faites, vous n'y arriverez jamais. Jamais. C'est ça la vraie question. Donc, quand on va à ce tournoi mondial, c'est vrai, notre litanie, c'est on va apprendre. Mais on va apprendre quoi? De qui? Pour en faire quoi au futur? Il ne s'agit pas d'aller apprendre. Après, le gars qui allait apprendre, il revient, il prend sa retraite. Il prend sa retraite, même parfois, il ne s'intéresse même plus au volley. Il a alors appris pour qui? Pour en faire quoi? On a ça avec les cyclistes. Depuis des années, on nous dit on fait venir les Occidentaux, etc., pour que nos cyclistes apprennent et qu'ils progressent. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a avancé.
Parce que parfois, les étrangers arrivent, le Camerounais qui est le plus avancé est à 2 doigts de sa retraite. Certains prennent la retraite, ils ne s'intéressent même plus à la discipline. Il a donc appris pour faire quoi et transmettre quoi à qui. C'est toutes ces questions qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Oui. C'est pour ça que je dis de rendre les analyses publiques pour que tout le monde puisse être intéressé, que les fédérations sachent qu'elles peuvent payer des micro-programmes dans les médias, dans leur budget qu'elles prévoient cela. Il y a des gens qui regardent des tournois de volley, ils n'en connaissent pas le règlement. Oui. Ce n'est pas normal. Bon. Avant une compétition comme ça, faites un petit micro-programme. Expliquez aux gens que nous sommes en train d'attendre l'afro-basket et que basket marché veut dire ceci. On peut tenir le ballon tel nombre de secondes dans la moitié adverse, qu'on ne peut pas rester dans la bouteille plus que ceci. Comme ça, quand ils regardent le match, ils regardent en connaissance de cause. Mais il est là, il voit un truc qui s'est passé, il pose la question, et parfois il pose la question à plus ignorant que lui. Alors, vous tous, c'est ça un peu, quoi, pour moi. C'est bien d'aller dans ces compétitions, mais il faut en ramener quelque chose pour utiliser cette chose-là chez nos jeunes et nous permettre de commencer à progresser pour rattraper le retard. D'accord. Avant de parler basketball, Yves Désiré Ekwala, on sait la compétition se joue du côté du Rwanda. Le championnat d'Afrique des Nations, messieurs, vient de s'achever du côté du Rwanda également. Il y a quelques mois, c'était la balle qui s'est déroulée, la Basketball Africa League. Est-ce que pour vous, le Rwanda est en train de devenir la nouvelle destination sportive, entre guillemets? Sportif, mais touristique également. Je sais qu'au championnat de France, vous appelez ça Ligue 1 en France, vous verrez plusieurs équipes, je ne citerai pas ici, qui vous voyez sur leur maillot Visite Rwanda. Visite Rwanda. Oui, oui. Vous avez Visite Rwanda. Même en Angleterre. Vous ne mangez que Visite Rwanda. En fait, c'est des pays qui voudraient se développer sur tous les plans. C'est-à-dire qu'en organisant autant de compétitions, et c'est bien de les avoir cités parce qu'on a eu des compétitions aussi des jeunes. Je crois il y a une semaine avant que les seniors n'arrivent. Donc, c'est vous dire que ce que j'ai discuté avec mon jeune frère hier qui me dit, mais c'est quoi, c'est le nouveau Eldorado du sport? Voilà. Parce qu'il me dit, on vient de voir le bal, là, c'est passé chez eux. Ils ont reçu, oui, l'afro-basket, monsieur. Ils viennent de recevoir 3 compétitions internationales africaines de volleyball. Et je dis, c'est tout bénéfique pour eux, parce que bon, c'est beau quand c'est bien d'avoir des infrastructures. Maintenant, il va falloir les mettre, les rendre utiles. Je pense qu'ils les rendent vraiment bien utiles. Et on profite d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au Rwanda. Tout le monde va là à Kigali. J'ai vu la délégation de forces armées et police qui y allait. Vraiment, je ne suis pas sûr que c'est vraiment pour l'équipe. Mais c'est tout le monde qui a maintenant tendance à vouloir y aller. Et moi, je pense que c'est plutôt une très, très bonne chose. C'est un exemple qui devrait peut-être nous parler aussi, Charles. Il devrait absolument. Vite fait, si je peux rapidement, mais ça devrait nous parler. Parce que vous avez discuté avec des gens comme ça, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fera de nos infrastructures sportives après la CAN. Et là, j'ai proposé, quelqu'un m'a dit, comme tu aimes toujours proposer des choses, je pense qu'il faudrait. Plutôt que d'avoir des coordonnateurs de stade, je ne suis pas contre eux, qu'ils soient rassurés. Je ne sais pas, moi, quand c'est une structure qui va savoir vendre ces espaces, vendre au maximum, c'est-à-dire que vous l'organisez un championnat, je ne sais pas moi, allons à côté, on va prendre, j'ai vu quand on organisait le match au Gabon, on inaugurait le stade de l'Amitié à Libreville. Ils ont fait venir des équipes d'ailleurs, c'est-à-dire que ça attire du monde, c'est vendre un peu Vous avez plusieurs pays, vous avez le Qatar qui se vend comme ça, vous avez Dubaï qui est en train de se vendre de la même manière. Donc c'est vraiment d'attirer les gens vers vous, parce que bon, quand on a du Rwanda, on se souvient des génocides, de voir les seules images qu'on a d'eux. Aujourd'hui, quand ils développent leur pays de la sorte, c'est tout le monde qui court de ce côté-là. Charles, une réaction? Oui, moi ce que je dirais d'abord quand il dit qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces infrastructures sportives, je dirais toutes ces infrastructures de football. Parce que les autres sports, il est d'accord avec moi que dans un sens, en dehors du palais des sports. Après, non, moi je dis que les infrastructures n'ont pas de Yaoundé, il faut dire qu'on a et des terrains de foot où il y a quelques pistes d'athlétisme. Voilà. Les autres sports ne sont pas tout à fait bien lotis. La natation, même les sports de main. À Douala, par exemple, on a du mal
avec le vieux collège de la Salle qui sert encore de fleuron à Douala, c'est pas sérieux. Qu'on ait encore ce collège avec... on est en train de construire des infrastructures, mais il faut les achever. C'est pour ça que j'invite souvent les présidents des autres fédérations, quand le ministre fait des descentes à Oulembe ou à Japoma, etc., les autres présidents de fédérations sportives doivent s'associer pour réclamer leurs infrastructures. On a dit qu'il y a une piscine olympique à Japoma. Le président de la fédération de natation doit être dans la délégation tout le temps pour où est ma piscine. Mais là, ils sont Celui qui a les cours de tennis, etc. Où sont mes cours de tennis? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, ça c'est certain. Maintenant, comme il l'a dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que c'est des infrastructures d'élite. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas à Japoma que moi j'irai jouer ma santé de dimanche matin ou les gars de mon quartier. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent arriver au niveau d'élite pour les rentabiliser suffisamment. Ça suppose donc à la base qu'il y ait des infrastructures de proximité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir qu'on met le gazon à Japoma, il se porte bien. On le met à Limbe, à Garoua, il se porte bien. Mais utilisons cette technique pour faire un maximum de terrain de proximité. Il n'est pas normal que 3 ans après le CHAN et la CAN, et après toutes ces infrastructures, que le terrain du lycée polyvalent de Bonaberi n'ait pas de gazon, que le terrain qui est à l'ESSEC n'ait pas de gazon, que Camraï n'ait pas de gazon, que tous ces établissements, à la Consamba, partout, Loum, etc., qu'on n'ait pas de gazon. Puisqu'on a l'expérience maintenant, on sait le faire, et on voit que ça marche même chez nous, parce qu'on avait l'impression que ça marche à Londres. C'est pour ça qu'il y a des belles pelouses à Londres, vraiment, nous, on ne peut pas. On a vu aujourd'hui qu'on peut. Donc, qu'on fasse un maximum de ce terrain-là. Et maintenant, comme il a dit, on a le palais des congrès à Yaoundé, il y a un président du conseil d'administration, il y a un directeur général. Ça suppose que c'est une entreprise. Pour moi, le stade de Japoma, c'est une entreprise. D'abord parce que rien que pour sa maintenance, lui, il sait, il faut gérer des équipes terribles entre des techniciens d'électrotechnique, d'électronique et machin, les gars, les techniciens de surface pour les nettoyages, un certain nombre de choses. Toutes ces équipes doivent être permanentes. Parce que si vous abandonnez ce stade 2 mois, 3 mois, l'usure est tellement rapide que... Un seul mois. On fait le stade de Limbe. Voilà. C'est fissuré, les murs sont fissurés. C'est très mauvais. Il faut un entretien régulier et permanent. Donc, vous êtes à la tête d'une entreprise en réalité. Maintenant, comment la rentabiliser? C'est la question qu'il faudra se poser. Parce que c'est des infrastructures qui sont, comment on peut dire, qui peuvent devenir polyvalentes. Sport et culture. Par exemple. Donc, il faut pouvoir créer des événements. Et pour cela, il faut que le climat du pays permette une attractivité. Si vous avez un pays où les gens sont nerveux, dès 7 h du matin, ils s'engueulent dans les médias. Ils se tripent pour des questions inutiles. Vous ne dites pas aux étrangers, venez chez nous. Parce que nous, on est nerveux dès 6 h. Et donc, à midi, là, quand le soleil sort, c'est les coups de poing qu'on va vous donner. Il faut que les gens sachent qu'il y a un pays à vendre. Vendre au sens marketing. C'est-à-dire que où les choses sont dans le calme, où on s'intéresse à ce qu'on peut visiter, mais n'oublions jamais que pour attirer les étrangers, il faut déjà que nous-mêmes, nous consommions nos éléments de tourisme. Et c'est ça le plus dramatique. Parce que je vous le dis souvent, Lydie, si vous êtes à Douala, comme nous trois, nous sommes à Douala en ce moment, et je vous dis, où est-ce que vous emmenez un ami qui est venu à Douala le dimanche? Vous ne voulez pas boire. Parce que partout à Douala, où on dit distraction, dès que vous vous asseyez, on vous demande qu'est-ce qu'on vous sert. À quel endroit gratuit vous pouvez emmener cet ami pour prendre de l'air à Douala? Très honnêtement, il désirait. Non, moi je crois que, moi, je crois que j'ai juste quelque chose en train de... J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Je crois que Charles, peut-être, n'a pas l'information. Je crois, au coin de la cité SIC, quand vous arrivez à la source Mbappé, le super maire est en train de faire quelque chose d'extraordinaire là-bas.
tennis, basketball, handball et volley. Où ça, vous avez dit? À la Cité SIC. À la Cité SIC. Oui. Quand vous regardez vers le stade Marion, Oui, je connais. il y a la source qu'on appelle Mbapela. Ah, je connais pas. Il y a une église là. Il y a une église. Allez voir maintenant, Charles. Vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de faire là-bas avec les super-mères. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un complexe, le complexe qui était à Bépanda, rentre là-bas. Ok. Terrain de gym, basketball, tennis, volley, et puis un grand restaurant. Avec aussi des trucs de manège pour les enfants. Ok. Actuellement, ils sont en plein chantier, matin jusqu'au soir. Maintenant, il faudra De donc lundi à que samedi. les habitants de la cité Soif. veillent à ce que la réputation Commençons par là. d'insécurité Parce que si vous sortez de là et que vous soit soyez agressé effacée. C'est ça. 2-3 fois, Le problème. c'est pas pour Non, non, il y aura un poste. Parce qu'on a vu, on a essayé il y de aura un poste de remettre police une là. salle de cinéma à Douala du côté de Bessengue. Mais les jeunes reviennent, ils vous disent qu'on les a agressés à 23 heures. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une œuvre transversale, c'est global. C'est tout le monde qui a Il y aura une poste de police donc, qui sera là. On va donc on n'a parler pas dit ça. de l'afro-basketball. L'afro-basket qui démarre dès ce 17 septembre. 12 pays au total vont se lancer donc à la conquête du trophée. La compétition se déroule du côté du palais polyvalent des sports. C'est à Yaoundé. Hier, l'entraîneur de l'équipe camerounaise de basketball dames était face à la presse. On vous propose d'écouter un extrait de sa sortie médiatique. Ici, on a eu des très bonnes conditions de travail. La fédération nous a mis dans de bonnes conditions pour pouvoir préparer cet afro-là. Donc on a fait une préparation, un bloc de 6 semaines. On a travaillé sur un bloc de 6 semaines. À cause du Covid, les dates, vous savez que les dates de la CAN ont été décalées. Donc on se retrouve fin septembre pour faire la CAN féminine. Donc on est parti sur un bloc de 6 semaines de travail. On a fait une partie en Turquie et on a fini le stage ici à Yaoundé. On a eu quelques petits bobos, mais globalement, on a quand même bien travaillé. Je pense que l'équipe commence à voir un peu la direction dans laquelle on veut aller. C'est une équipe qui est relativement jeune. C'était une volonté de ma part, parce que certes, il y a la CAN au Cameroun là, mais il faut aussi penser à ce qui va venir derrière, les échéances qui vont venir derrière. Donc, j'ai pris le parti de monter une sélection avec une moyenne d'âge qui est à peu près de 23 ans, qui est assez jeune. Mais j'ai deux superbes joueuses avec moi qui sont les deux anciennes. Et donc voilà, on a pris ce parti-là. On a vraiment une belle génération de joueuses camerounaises là, qui vont arriver. Certaines vont découvrir la CAN chez eux en plus, donc ça c'est aussi une belle pression. Donc nous, on a pour ambition d'aller le plus loin possible. On n'a pas de limite. On est là, on va jouer les matchs, il faut gagner. Puis voilà, si on doit arriver en finale, on veut arriver en finale, on arrivera en finale. Mais on a vraiment une ambition vraiment d'aller le plus loin possible. Maintenant, après le sport, vous savez, c'est très aléatoire. Tu peux très bien te préparer et puis ça peut mal se passer. Comme des fois, tu peux mal te préparer et arriver au bout. Donc, il y a un facteur chance qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que aujourd'hui, les filles sont prêtes. Ok. On a, par chance, tout le monde est en santé. On n'a pas eu de bobo. Et c'est le plus important. Bon, il reste encore 2 entraînements. Je touche du bois parce que ça peut aussi aller très vite. Donc, du coup, voilà, on se prépare pour le début de la compétition. La préparation... Coach qui montre voilà, l'état d'esprit de l'équipe du Cameroun à la veille du coup d'envoi de cette compétition. On rappelle que le Cameroun, pays hôte, est logé dans le groupe A avec comme adversaire le Cap-Vert et le Kenya. Des adversaires abordables pour vous? Non, je crois que c'est, comme a dit le coach, abordable, on peut dire abordable, mais ça dépend. Vous voyez un peu, actuellement, le sport
comme c'est complexe. Hein. Il n'y a pas de meilleure équipe. C'est quand vous êtes sur le terrain, savoir comment vous allez gérer le match. Je crois qu'il a dit de bonnes choses là parce qu'il a fait une préparation et il a rajeuni l'équipe. Aujourd'hui, il a les joueurs de 23 ans et deux joueurs moyen d'âge. Il y a deux joueurs d'expérience qui sont là. Ça veut dire qu'il compte sur ces joueurs. Et il a dit que les Camerounais et les Camerounaises vont essayer de voir la qualité de ces joueuses-là, qu'elles sont de très bonnes joueuses. Donc, il a confiance à son équipe. Aujourd'hui, face à ces deux adversaires, moi, je crois qu'il est prudent. Comme a dit un des entraîneurs, qui est le meilleur entraîneur actuellement en Afrique, qui est Pitso, qui est à Alali, en jouant contre Kaizer Chiefs, il a dit il n'est pas sûr qu'il va gagner Kaizer Chiefs. Il a joué sur le moral et la psychologie de l'adversaire. Et finalement, il a gagné la Champions League. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne va pas déballer tout quand on sait qu'on a des forces. Mais on ne peut pas aussi donner nos forces et dire comment nous voulons, ne serait-ce que travailler sur les stratégies, comment battre l'adversaire. Plutôt, nous devons faire en sorte que tout le monde vienne dans le 50-50. Et dans le 50-50, c'est le jeu là que le coach est en train de jouer, Njoya. Il est en train de jouer le jeu comme un bon stratège. Ça veut dire que ne pas dire aujourd'hui que je vais essayer de balayer tous les adversaires pour arriver. Et plutôt, il a dit il va gagner, il va arriver le plus long possible. Ça veut dire qu'il ne rassure pas. Ça veut souvent dire quoi, aller le plus loin possible? Aller le plus loin possible, ça veut dire que lui, il se projette déjà qu'en gagnant chaque match, il va aller le plus loin possible. En jouant au basket. Ça veut dire que dans un match de basketball, comme il a dit, il n'est pas sûr d'arriver en finale, il n'est pas sûr de gagner la compétition, mais il vous rassure qu'il va aller le plus loin possible. Donc moi, je dis, il joue au jeu de mots. Aujourd'hui, il ne veut pas faire croire aux Camerounais comme souvent dit les entraîneurs nationaux, on va aller gagner. Comme vous vous souvenez tout récemment contre la Côte d'Ivoire. On croyait que le coach aura une bonne équipe, on a trouvé autre chose. Donc aujourd'hui, il est prudent. Et dites-vous que je crois que c'est la première fois qu'il est entraîneur de cette équipe. Et il ne veut pas jouer la danse que tout le monde joue en disant que nous allons gagner la compétition. Non. Il est en train de dire et mettre dans l'idée, dans la tête de tous les adversaires que c'est sur le terrain. Et c'est sur le plan psychologique. Je crois il peut gagner ce tournoi en utilisant peut-être ces mots-là. Mais, regardez, l'opinion camerounaise va essayer de tomber sur lui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il a la chance, il est en train de jouer le jeu. Il pourra ne serait-ce que l'aider à pouvoir ne serait-ce que gagner la compétition. Je lui souhaite bonne chance. Parce que dans le sport, il est important de souhaiter bonne chance à un de ses collègues. Alors, peut-être un mot pour terminer là-dessus, Charles. Afrobasket à domicile. Objectif pour l'équipe camerounaise, ce sera quoi? Aller le plus loin possible ou pouvoir soulever ce trophée-là? Je pense que pour une équipe qui a déjà disputé des finales de basket, l'objectif, ça doit être de la remporter. Cette CAN féminine, cette fois-ci, il me semble que c'est minimum remporter. Donc, si on n'arrive pas vraiment à remporter parce qu'on trouve notre Tunisie du basket féminin, parce que dans les sports de main, vous avez souvent un adversaire tellement coriace que chaque fois que vous le rencontrez, vous dites non de Dieu, c'est encore lui. Donc je sais les filles du Sénégal et tout, ou le Nigeria et tout. Donc bon, on va essayer d'y aller. Moi, cette compétition. Ce que ça me pose comme problème, d'abord, bonne chance à cette équipe. Hein, c'est des moments palpitants. On va encore avoir quelques moments de passion au niveau du Palais des Sports de Yaoundé. C'est une bonne chose quand le sport se joue. Ça nous permet d'avoir non seulement de la distraction, mais également de voir qu'il est important de faire du sport. Mais je ne me sens pas différent du Centrafricain ou de l'Angolais par rapport à notre équipe, parce que je ne la connais pas. C'est-à-dire, moi, Camerounais, je devrais être un privilégié relativement à la connaissance de l'équipe de mon pays dans un tel tournoi. Mais je ne suis pas privilégié.
je ne la connais pas plus que le Gabonais, plus que le Centrafricain ou le Tchadien. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut que ces fédérations sachent que, même si l'option, c'est d'utiliser nos fils valeureux à l'étranger, il faut suffisamment communiquer autour de ces équipes pour que le peuple, les populations locales connaissent leurs équipes mieux que les autres. On ne va pas tous découvrir l'équipe du Cameroun. Vous êtes assis avec un Gabonais, vous découvrez l'équipe du Cameroun en même temps que lui. Vous n'avez aucun privilège. Ce n'est pas bon. Vous voyez, il nous dit l'équipe moyenne d'âge de 23 ans, il nous en informe maintenant. À combien de jours du tournoi? Ce n'est pas normal. Je crois qu'il est bon que ces fédérations sachent que... Je vois souvent pourtant dans leur organigramme, il y a des responsables de la communication, il y a des responsables de ci. Je ne sais pas s'ils oublient qu'ils doivent communiquer sur l'équipe pour faire connaître cette équipe, qu'on commence à s'habituer ou non. Vous réalisez parfois que même les reporters ne connaissent pas les noms. Quand vous reportez le match de votre pays, vous dites dossard numéro 33, dossard numéro 28, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, vous devez les appeler spontanément. Vous devez mettre un visage à chaque nom et à chaque dossard qu'on vous donne au début de la compétition. Mais parfois, ils découvrent en même temps que tout le monde pendant la compétition. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire. Pour bien supporter une équipe, c'est bien de connaître nos joueurs. Et nous n'oublions jamais, c'est quand la discipline a des champions connus qu'elle est tirée vers le haut. Oui. Chaque fois qu'une discipline n'a pas de champions connus sur lesquels on cristallise notre passion, on a un problème. Et là, cette équipe va en compétition dans 3 jours. Je ne sais pas si Yves Désiré peut me dire quelle joueuse je dois regarder. C'est important, hein? C'est-à-dire, quand l'équipe de volley joue, je sais qu'il y a Moma. Oui. Par exemple. Quand elle n'est pas là, je dis Moma est où? Il y a Nana. Il y a Nana. Nana est où? Là, on les connaît. On connaît, on commence à connaître. Mais là, dans 3 jours, que Yves Désiré me dise, ben, lui peut-être qu'il connaît mieux, qui me dit qui je dois suivre. Et ça me permettra de cristalliser ma passion, d'appeler les enfants pour leur dire, venez regarder la joueuse là. Il paraît qu'elle est très forte. C'est important que ces fédérations nous fassent apprécier nos équipes en les connaissant mieux. C'est trop juste pour moi là. Pour terminer, Yves, sur ce sujet, sur cette compétition qui démarre. Je vais faire un peu peut-être l'inverse de ce qu'on attendait. Mais c'est-à-dire que je commencerai peut-être par ce que Charles a dit effectivement. C'est que même dans des forats, des forats spéciaux de basket, il y a des entraîneurs qui se plaignent de ne pas connaître les 12 joueuses retenues. Un commentaire comme ça, et quelqu'un a dit, il a dit lundi, il a écrit, si pour sortir la liste de 12 joueuses, c'est si compliqué, comment le PL, bon, il y en a qui comprennent, comment le PL a fait pour sortir tout un gouvernement? C'est-à-dire, c'est vous dire que ça allait tellement évident. Eux qui sont entraîneurs, vous me direz d'autres clubs. Je ne te coupe pas, même nos sélectionneurs, même nos entraîneurs. Je crois qu'à une compétition, on a découvert une dame qui était entraîneur de notre équipe de basket. On la connaissait. Oui, tout à fait. Elle était adjointe. Voilà, effectivement. On ne savait pas d'où elle venait. Donc, on la découvre en compétition. Je dis, même celui-ci, je ne suis pas sûr que les Camerounais connaissent cet entraîneur qui est là. Adingono, comment ça fait? Adingono a joué ici avant de partir. Et puis, bon, il est tellement. Il est là. Lui. Mais là, par exemple, on ne sait pas. Bon, on a dit Bombodjoya, je crois. Oui. Bon, quels sont ses états de service? Comment on l'a recruté? D'où vient-il? On ne sait pas grand-chose. Non, en fait, il faut dire, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que je m'occupe aussi de la communication à une fédération, mais là, il faut dire que c'est trop hermétique, effectivement, par rapport à ce que je suis en train de dire. Ne jamais pas connaître ces joueuses. Franchement, je connais mieux les joueuses ivoiriennes pour les avoir vues sur une de leurs télévisions. On les présentait une par une, on a donné leur prime de participation. Vraiment, ils ont fait vraiment un boucan dessus jusqu'à ce qu'elles décollent. On regarde sur la chaîne nationale, option, j'ai failli dire option sport. Il n'y a que le jingle qui annonce que ce sera retransmis là-dessus. Donc, il y a peu de communication, honnêtement, autour de... Moi, je pense qu'effectivement, les fédérations pourraient ou devraient même se rapprocher des médias pour qu'on puisse quand même savoir qui est qui, effectivement. Je suis avec 2 joueuses cadres. Ils ne citent pas leur nom. J'ai des joueuses de 23 ans. Elles viennent de l'extérieur ou elles jouent ici? Donc, mais quand vous l'entendez parler... C'est vrai que le coach Ernest, lui, il veut toujours justifier la technique là-dedans, mais ses raisons sont, vous comprenez aisément qu'il a du mal à dire « je m'en vais gagner ». Mais malheureusement, moi j'aime dire aux gens, j'emprunte ça à quelqu'un qui a dit
ça ne sert à rien de gagner, enfin, de toujours gagner, mais ne jamais évoluer. C'est-à-dire que si vous jouez contre des équipes de seconde zone, comme on aime bien dire, et quand sur le ranking, on n'évolue pas, je suis désolé, mais ça ne sert à rien. Donc là, les derniers Afro-Basket organisés au Cameroun, on était vice-champion. Oui. Tel qu'on est parti avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Ça me pose un problème, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut scander votre nom, mais on ne connaît même pas votre nom. Vous allez en contre-attaque, on veut tous crier, on ne peut même rien vous dire. Donc je crois que c'est un peu compliqué. Mais bon, on est chauvin, c'est Maurice Camerounais. Moi, je vous dis clairement, c'est-à-dire que moi, je suis déjà certain que le week-end, je suis à Yaoundé. Au moins pour voir 2 matchs et revenir. C'est passionnant, c'est chez nous. On va crier Cameroun, parce que bon, il faut bien, mais on le souhaite bon vent. D'accord, on va rappeler que l'Afro-Basket Dames, c'est donc avec le groupe A, je le disais tantôt, Cameroun, Cap-Vert, Kenya. Dans le groupe B, c'est le Nigeria, le Mozambique et l'Angola. Groupe C, le Sénégal, l'Égypte et la Guinée. Et le dernier groupe D, composé donc du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie. Voilà pour... Pour le choix, ça va. Donc ça peut être facile. Donc ça peut passer pour le Cameroun. C'est une poule de 3. Bon, maintenant, il faut être sérieux dès les premiers matchs. Ouais. Parce que quand vous entendez une poule dans laquelle il y a eu le Sénégal, l'Angola, le Mozambique et un pays de Maghreb, là, ça peut se jouer de ce côté-là, par contre. Donc, je me dis qu'il peut y avoir de très, très belles rencontres, justement. Voilà, on va en tout cas suivre ça, de l'Afro-Basket Dames du 17 au 26, voilà, du 17 au 26 septembre 2021 au Palais Polyvalent des Sports, ici à Yaoundé. Sans transition, on va rentrer dans la seconde partie de cette émission, 2 thématiques majeures. Je vous le disais dès l'entame de ce magazine. On parle athlétisme et puis on va revenir sur le processus électoral en cours à la Fédération camerounaise de football. Mais déjà, on va donc s'intéresser à ce qui a fait, à ce qui a quand même suscité une vive polémique ces derniers jours, le retrait au Cameroun de l'organisation des championnats d'Afrique par la Confédération africaine d'athlétisme. On va vous proposer de suivre ce reportage de Mireille Sabzi à Yaoundé à ce sujet. Après l'attribution en janvier dernier au Cameroun de l'organisation de la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, la compétition n'aura plus lieu au pays des Lions indomptables. En effet, l'organisation de ce prestigieux moment en athlétisme a été retirée au Cameroun et attribuée à l'île Maurice. La principale raison évoquée par les dirigeants de la discipline au Cameroun, c'est l'indisponibilité du stade de Lembe encore en chantier. Quand la mission d'inspection est venue au Cameroun, malheureusement, disent-ils, le stade n'était pas livré. Il était de bon ton que le Cameroun soit ajourné en 2024 et l'île Maurice, qui devait organiser ce même championnat en 2024, redescende en 2022 et en 2025. Le Cameroun organise les Jeux de la solidarité islamique, une compétition de taille. De l'avis du journaliste Achille Tsunta, le Cameroun n'a pas confirmé à temps sa volonté d'organiser cette 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme. Il n'est donc nullement question d'un problème d'infrastructure. Voilà qui donne des leçons à tirer sur le laxisme qui n'a pas sa place à l'échelon international quand il s'agit d'accords de principe qu'il faut matérialiser, rajoute-t-il. Maurice, il faut le préciser, a accueilli 4 championnats d'Afrique, notamment senior en 1992 et 2006, junior 2009 et 2013 et cadet en 2015. Rappelons que la Confédération africaine de l'athlétisme est une organisation chargée de gérer l'athlétisme africain sous la tutelle de la World Athletics. Elle organise notamment les grands événements comme les Jeux africains et les championnats d'Afrique. Elle a été fondée en 1973. Voilà. Avec vous, justement, Yves Désiré Ekwala, l'athlétisme, c'est une discipline que vous maîtrisez très, très bien. Que s'est-il passé, justement, pour que l'organisation de cette compétition soit retirée au Cameroun? Bon, faut déjà, après avoir écouté le reportage, je dis que dès l'entame, une petite erreur, il y a une erreur, il faudrait que tout le monde le sache. Les championnats d'Afrique ont été attribués au Cameroun en 2019, aux championnats du monde du côté de Dégou. Donc le Cameroun a candidaté, il a bel et bien envoyé par la fédération sa candidature qui a été validée. Il était donc maintenant question
que le Cameroun, c'est-à-dire que que l'État du Cameroun devait donc confirmer cette organisation. Parce que quand la fédération reçoit l'organisation, elle fait un cahier de charge qu'elle remet au gouvernement, à l'État du Cameroun, qui valide et renvoie le document. Malheureusement, jusqu'à date, le document n'a pas encore été... L'État du Cameroun n'a donc pas encore donné sa confirmation. Maintenant, j'aimerais dire que le stade d'Olembe... Pourquoi est-ce que vous avez peut-être des informations? Malheureusement, n'étant pas dans le secret de très haut, ça veut dire le ministère des Sports, la primature, la fédération même dû, pour le dire comme ça, a dû relancer. La fédération a dû relancer le ministère parce que elle a reçu une note de la Confédération africaine. On était pendant les JO, donc non, avant les JO, en juin, lui donnant 1 mois pour répondre. Sinon, elle allait attribuer l'organisation à un autre pays. Parce que vous devez quand même dire, OK, nous, l'État, maintenant, on confirme. Parce que pour revenir dans les lignes qu'on connaît peut-être mieux chez nous, le cas de la CAN, ce n'est pas la FECAFOOT qui organise. La FECAFOOT peut candidater et l'État du Cameroun, maintenant, valide. Donc, OK, donc c'est le même schéma. Au mois de juin, la Confédération a renvoyé un courrier qui a été déposé au ministère des Sports et qui serait, ou alors est remonté jusqu'au niveau de la primature. Il n'y a pas eu de courrier, c'est-à-dire en la connaissance de la fédération, qui confirmait l'organisation de championnat d'Afrique par le Cameroun. Alors, par mesure, j'ai failli dire de prudence, la Confédération africaine s'est donc rapprochée du pays qui recevait après, qui est l'île Maurice, qui a validé l'État mauricien, la fédération et l'État mauricien, les deux ont validé, qu'ils étaient partants pour. Alors, jusqu'à l'heure actuelle, vous savez, quand on vous donne l'organisation d'une compétition telle que celle-là, c'est pas avoir... c'est écrit, c'est l'administration. Donc, jusqu'à date, la Fédération camerounaise n'a pas encore reçu une lettre de la Confédération africaine l'informant de ce que cette compétition lui est retirée. J'ai lu tellement de choses, j'ai entendu parler du stade... Parce qu'elle doit être notifiée. Lorsqu'on vous retire quelque chose, vous devez être informé de ce qu'on vous a retiré. Si le Cameroun n'a pas, comme vous dites, envoyé sa lettre aussi Sauf pour que la première lettre, non. L'organisation de la compétition. La World Athletics, à l'époque, c'est l'I2AF, a envoyé à la Fédération camerounaise une note lui disant « Ok, on est d'accord avec toi, organise. » Ok. C'est-à-dire que c'est vous qui allez organiser. La Fédération transmet ainsi de suite au niveau du Cameroun. Et maintenant, la World Athletics n'ayant pas reçu de réponse, a sommé le Cameroun, écoutez, dans un délai d'1 mois, répondez-nous. Parce que là, quand on va au JO, il y a des questions qui est congrès de la World Athletics, de la Confédération africaine. Dites-nous qu'est-ce qu'on en est. Le prochain rendez-vous, il faudrait qu'on sache où est-ce qu'il a lieu. Donc je dis jusqu'au mois de juin, enfin, on ne sait donc pas si, on ne sait pas, à la fédération, si le document est remonté à la World Athletics ou pas. Et on n'a jusqu'à l'heure actuelle pas reçu de courrier de la Confédération retirant l'organisation au Cameroun. Ni le courrier du ministère, non, aucun du tout. Qui confirme aussi qu'on a organisé la compétition. Mais non, moi, je le dis, parce que je l'ai entendu, j'ai entendu tellement de choses, j'ai entendu par le stade d'Olembe. J'aimerais que tout le monde sache que le stade d'Olembe n'a jamais été dans le plan de cette compétition. Pour preuve, le logo qui était en production montre, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, le monument qui est au niveau du rond-point. Et des espèces de pirogues qui signifient que ça va tout se dérouler à Douala. Vraiment, qui est venu a été à Olembe. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Je suis très étonné. C'est vrai que j'ai dit, comme j'ai du mal à répondre aux choses des réseaux sociaux, chacun peut écrire ce qu'il veut. J'ai entendu que la CAN qui aura lieu au Cameroun va être attribuée en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais le stade d'Olembe n'avait jamais été dans le plan. Maintenant, pourquoi Japoma et pas Yaoundé, ou même pas le stade Omnisport, c'est que Japoma, dans le stade, le grand stade de Japoma, il y a la piste à 8 couloirs. Et à l'extérieur, sur le stade annexe, il y a une piste aussi qui pourrait servir de piste d'échauffement. Et nous, on a travaillé déjà dessus, on a travaillé dessus sur le projet et tout, avec des techniciens. On a travaillé dessus. Donc quand j'entends un peu le stade d'Olembe, je dis wow. Alors, je crois qu'il y a eu un mélange entre des gens, on avait fait une descente parce qu'on était invité par, j'ai peur de ne pas dire le bon nom, je crois que c'est Magil.
Oui. ceux qui, bon, le conseil, McGill, ceux qui font le stade, ils nous ont appelés à Yaoundé pour qu'on valide, inviter la fédération pour qu'on vienne valider la piste. Alors, je crois qu'il y a eu ce mélange d'images où ils ont commencé à dire que c'est la Confédération africaine, mais vraiment rien à Et voir. vous avez validé ou pas? Il n'y a pas encore de piste. Il n'y a pas encore de piste. Le truc, il fallait poser le tartan. Ouais. Le tracé est bon, on a mis des marques et là, mais il suffit juste de reposer le tartan. Il y a juste une séance de travail. Le séance de travail avec eux, pour, tout comme on a fait à Bipanda ici, on a fait ça à Japoma de manière normale. Donc maintenant, je ne sais pas d'où sort l'histoire de Lembe, mais je dis jusqu'à date, la fédération n'a pas encore été notifiée d'un éventuel retrait. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit en déduire, Charles Mongué Mouyemé, par rapport à une telle compétition? On l'a compris avec Yves Désiré, voilà. Ni la CCA n'a envoyé un courrier pour dire au Cameroun on va utiliser l'organisation, ni le Cameroun n'a envoyé un courrier à la fédération pour dire voilà, on confirme l'organisation. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Mais écoutez, Lydie Désiré est responsable de la communication de cette fédération. Oui. Donc, en termes d'information, je pense qu'il devait être la personne la mieux informée pour répercuter l'information au niveau de tous les partenaires qui ont droit à la presse, le grand public, etc. Je crois que c'est lui qui devait le faire. Alors, quand vous l'écoutez, vous vous rendez à l'évidence que il y a comme interlocuteur de la Fédération internationale, de la Confédération d'athlétisme africaine, qu'il y a deux Camerouns. Il y a le Cameroun de la Fédération qui a soumis la candidature. Et il y a l'État du Cameroun qui devait confirmer la candidature. Mais les deux Camerouns-là ne se sont pas rencontrés. Et vous vous retrouvez donc dans une posture où, certainement, il ne le dit peut-être pas, il y a forcément un cahier des charges quand vous devez organiser une compétition. Lequel cahier des charges A été transmis. Est transmis au gouvernement qui finance les infrastructures. Parce que le cahier de charges, il y a les infrastructures sportives, il y a les infrastructures médicales, il y a les infrastructures d'accueil, hôtelières, etc. C'est vraiment une grosse activité que la fédération, certainement, et compte tenu des moyens de la Fédération d'athlétisme du Cameroun, ne peut pas assumer. Donc il se trouve certainement que le cahier des charges n'a pas été validé au ministère et on n'a pas eu la présence d'esprit d'informer. Attends, or, il parle d'un ultimatum d'un mois qu'on leur a donné avant les Jeux Olympiques. Ça veut dire que au terme d'un mois, on n'a même pas besoin de vous écrire, vous n'avez plus la compétition. Puisque l'ultimatum, c'était que si, dans un délai d'un mois, vous ne nous avez pas répondu, nous prenons d'autres dispositions. Donc, vous n'avez pas répondu, on prend d'autres dispositions, on vous informera à temps utile. Ce n'est plus la priorité. La priorité maintenant, c'est de trouver un autre pays qui va accueillir cette compétition. Et c'est ce à quoi, normalement, dans les organisations internationales, le Cameroun devrait être sanctionné. Normalement, parce qu'il y a des pénalités. Parce que vous entraînez des charges, des coûts supplémentaires à la Fédération africaine, à la Confédération africaine. Parce que quand il faut passer au plan B, c'est toute une organisation qu'il faut déplacer. Donc, à mon sens. Si je peux, le cas de la sanction, vite fait là-dessus, c'est qu'en fait, si le Cameroun avait confirmé l'organisation et avait hésité au dernier moment, là, il y aurait peut-être changement de plan B et autres. Mais jusqu'à là, il n'y avait pas encore de confirmation. Mais on a quand même candidaté. Donc, oui, il n'est pas bon de dire qu'on a retiré l'organisation au Cameroun. Si je m'en tiens à ça, c'est-à-dire que le Cameroun n'a jamais été organisateur. Parce que si le Cameroun, on a communiqué, l'idée c'est que le Cameroun doit abriter cette compétition, ça veut dire qu'on a communiqué dessus. Oui. Si l'IDI doit annoncer à ses téléspectateurs que le Cameroun n'abrite plus cette compétition, c'est qu'il s'est passé quelque chose. On nous l'a forcément retiré. Sinon, elle n'aurait pas dû. Donc, elle va dire à ses téléspectateurs, non, je vous avais annoncé que le Cameroun doit abriter la compétition d'athlétisme, mais c'était faux. En fait, on avait seulement mis la candidature, mais ce n'était pas encore validé.
Non, je crois que... Cette fois-ci, Charlie, il y a encore glissement. C'est un autre glissement. C'est un autre glissement. Mais je dis que... Mais le comité olympique, alors? Ce qui est embêtant... Non, le comité olympique, ce n'est pas le comité qui organise le championnat d'Afrique. Le comité national Olympique. En fait, c'est que c'est l'État du Cameroun qui est, parfois dire les oui, choses, mais c'est c'est le ministère des Sports et tout ce qui organise, tout ce qui est sport jusqu'à la primature. Mais le comité national olympique n'est pas un organe qui est censé mettre en application une partie de la politique de sport. Parce que c'est quand même, comme on dit, on reçoit l'Afrique de l'athlétisme. C'est tout le pays qui est concerné. Et il n'est pas normal que la fédération ne sache même pas si le ministère a validé. Ce n'est pas normal. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'on arrête de faire. Tout ce qui a été dit, je ne viens pas jouer à l'avocat non plus, tout ce qui a été dit, c'est que le document, là, le cahier de charge a été transmis à la primature. Bon, maintenant, la fédération, malheureusement, ne pourra pas aller sur son N+2 et se limite au niveau du ministère qui vous répond, on a transmis la votre cahier de primature, charge. c'est le gouvernement. Moi, je parle, je ne sais même pas à savoir qui. C'est le gouvernement du Cameroun. Oui, c'est-à-dire que... Et c'est le Cameroun, représenté par ce gouvernement-là. C'est le gouvernement qui représente notre État. Notre État devait recevoir la compétition d'athlétisme. Oui, tout à fait. Et les gens qui sont le bras technique pour faire ces choses-là, c'est la fédération d'athlétisme. Il n'est pas normal que vous ne puissiez pas vibrer en phase, ne serait-ce qu'au niveau de l'information. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, ne pas savoir que le gouvernement ne valide pas. Alors que les délais sont donnés, un ultimatum est précisé que vous transmettez. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire, c'est que il faut que le fonctionnement redevienne normal. Parce qu'on nous a toujours dit ici qu'il y a un calendrier que chaque fédération donne en début d'exercice au ministère, et le ministère valide les compétitions que l'État du Cameroun va financer. Est-ce que quand vous devez donc recevoir, après avoir déposé vous-même votre candidature, comment pouvez-vous m'expliquer que l'information ne circule pas? Je pense que le cahier des charges qui a été donné, on n'a pas pu le tenir. Deuxième chose que je pense, c'est que on a eu le cannibalisme, je peux appeler ça comme ça, de la CAN. Parce qu'il faut se dire que tous les regards aujourd'hui sont sur la CAN. Et la CAN va bouffer toutes les énergies des responsables du sport sur le plan étatique. Ça fait que la compétition d'athlétisme devient un cadet, un souci cadet. C'est pas important. Ce n'est pas important par rapport à la CAN. Et je crois que c'est pour ça qu'ils n'ont même pas de réponse. Mais sauf quand même qu'on a, au niveau quand même du CNO, on devrait. Le président qui est également on président devrait, aussi, mais bien sûr, il devrait lui-même frapper du poing sur la table, interroger la fédération, la fédération d'athlétisme, surtout qu'il a été président africain de cette affaire. Il est toujours président. Il est toujours président. De la Confédération africaine d'athlétisme. Vous vous rendez compte, raison de plus, c'est-à-dire que le président de la Confédération africaine d'athlétisme est camerounais. Il est président du CNO, c'est-à-dire Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et la Fédération du Cameroun de l'athlétisme n'a toujours pas reçu l'information si elle organise ou pas une compétition africaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise, très honnêtement, si ce n'est des problèmes de gouvernance? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que ça, c'est des problèmes de gouvernance où on occupe des fonctions, on n'en appréhende pas tout à fait le contenu et les implications. On prend les honneurs, on prend les avantages qu'il y a derrière, mais de l'autre côté, le pays en pâtit. C'est-à-dire, à quel Camerounais vous avez expliqué que c'est un Camerounais qui est président en Confédération africaine d'athlétisme que le Cameroun a soumis sa candidature? Le Cameroun a même un minimum d'infrastructures parce qu'il parle de Japon, piste dehors, piste dedans et tout ça. On peut avoir les sautos, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est pas grand-chose. Qu'on nous donne un ultimatum d'1 mois, qu'on n'est pas capable de répondre, qu'on dise qu'on a transmis le dossier au Premier ministre, et le Premier ministre va dire qu'il a transmis à la présidence, et ça arrivera à l'Union africaine, ce ne sera jamais revenu. Attendez, pourquoi vous pensez qu'on doit dire autre chose que des questions de mauvaise gouvernance et de, comment je peux dire ça? Et je crois que sur le plan de la compétence ou de l'envie, il y a des gens qui ont plafonné. Parfois, il faut savoir céder la place.
pour impulser une nouvelle énergie. J'ai l'impression que ça ronronne. Voilà. Alors, coach Ernest Mabouka, c'est une information. Vous avez été quand même surpris par cette information, oui ou non? Vous savez, Lydie, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que cette CAN qu'on va organiser au Cameroun met la pression à tout le monde. Ça veut dire que s'il y a une autre compétition aujourd'hui, comme a dit Charles, c'est le cahier des charges. Hein. On est en train d'organiser l'Afro-Basket. Oui, non, l'Afro-Basket, ça peut s'organiser. Bon, quand vous récoltez Yves Ekwala, ça vous donne beaucoup d'indices. Afro-Basket, est-ce que le ministre aime le basket plus que le football? Parce que son problème maintenant, actuellement, là, c'est de résoudre le problème pour qu'on puisse jouer au Lembe. Il peut transmettre au Premier ministère, nous avons la pression d'organiser une compétition comme l'athlétisme, mais tout le monde est en train de regarder le stade de Lembe qui n'est pas encore fini. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne fallait pas accepter dès le départ, comme a dit Charles. C'est-à-dire la Fédération camerounaise d'athlétisme n'aurait pas dû accepter parce que candidater quand même. On peut candidater, parce qu'une chose qui est sûre, le Eldorado actuellement, comme pensent d'autres pays, c'est le Rwanda. Eldorado, on pense encore d'autres pays africains, noirs, Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire qu'on se dit que, comme a dit Yves, quand vous arrivez à Japon, c'était déjà terminé. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce complexe-là pour faire l'athlétisme. Ça n'a pas de problème. Bon, maintenant, le cas qu'on amène au Lembe, au Cameroun, on a toujours tendance à pouvoir fuir les choses en se disant que au Lembe n'est pas encore terminé. Vous voyez un peu. Ils peuvent aussi avoir qu'ils ont écrit une lettre en disant que Lembe n'est pas terminé. Mais dans le cahier des charges, Lembe n'était pas dès le départ. C'est ça déjà pour moi. Donc, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que la pression de la Coupe d'Afrique que nous avons organisée en janvier a mis KO cette compétition. Où le ministère ne voit pas comment il peut ne serait-ce qu'aller organiser une compétition. N'ayant pas fini le stade de Japoma, ils ont pris directement à mettre dans les médias, dans les réseaux sociaux, le stade de Lembe. Ça veut dire que, vous savez bien, le stade de Lembe peut accueillir des compétiteurs. Ça veut dire qu'il y a l'hôtel dedans, hein, où les athlètes peuvent habiter et faire la compétition. Est-ce que ce n'est pas une fuite avant de dire que c'est au Lembe où on se retrouve aujourd'hui en se posant des questions? C'est ce que moi je me pose comme question. Si Yves n'était pas là pour l'éclaircir, que non, c'était le stade de Japon qu'ils ont visité, ils ont dit que c'est OK. Mais pour Lembe, on peut échafauder deux hypothèses. La première, c'est que le ministère a changé le programme initial de la fédération et a mis au Lembe. Voilà. Que ça va finir. Parce que, je dis hypothèse, première hypothèse, voilà. Parce qu'on a programmé déjà un match de foot. Oui. Sur ce stade-là, annoncé au moins 2 mois avant. Dans le même sillage, on a dû se dire, autant mettre au Lembe, parce que la piste sera finie. Et si mes souvenirs sont exacts, elle aurait déjà dû être livrée. Oui. Dans les délais qu'on nous avait donnés à l'époque, on va poser rapidement. Peut-être que les gars du ministère ont modifié le site et que vous pensiez Japoma, eux, ils pensaient au Lembe. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils savent pertinemment que c'est Japoma qui est choisi, mais ils se disent, en disant qu'on perd l'athlétisme à cause de Lembe, ça met encore plus de pression à ceux qui sont en train de construire et de suivre les travaux, pour leur dire, vous voyez ce que vous nous faites rater encore. On a déjà crié pour Cameroun, Malawi. Maintenant, vous nous faites rater la compétition d'athlétisme. Vous voyez les problèmes que vous nous posez. Maintenant, vous risquez de nous faire rater la CAN même, sur ce stade-là. Donc, mettez les bouchées quintuples pour que ce soit fini. Pour moi, c'est les deux hypothèses. Sinon, je ne comprends pas comment la fédération peut avoir un site et qu'on nous déclare qu'on n'abrite pas la compétition parce qu'un autre site n'est pas terminé. C'est quand même surréaliste. Vous savez, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous regardez la beauté de ce pays, ça peut se détruire en une journée.
ça veut dire que quelqu'un pense autre chose. Les techniciens sont là, ils sont en train de regarder que oui, nous pouvons ne serait-ce que jouer. On peut jouer ici. Quelqu'un d'autre pense à autre chose. Ça veut dire que sur le plan technique, moi, si je ne travaille pas avec les gens de la CAF, au champ, je ne devais pas savoir la surface technique que la CAF aimerait pour un match qui est télévisé. Je l'ai su quand les gars de la CAF, le coordonnateur du stade de la Réunification, a commencé à modifier tout. Et ça doit être comme ça, les bandes et tout doivent être ici, la caméra qui est là-bas doit être comme ça. Vous voyez un peu ce que le travail d'un coordonnateur d'un match de football, qui doit être en direct sur la télé. Vous voyez un peu. Donc c'est dans ce genre de choses que nous nous retrouvons aujourd'hui. On a validé le cahier des charges du Japoma. Ceux qui ne sont pas techniques, ils se disent que ça doit se passer, même si on pose le tartan aujourd'hui, ça va se jouer demain. L'athlétisme, on va courir demain sur ça. Ne regarde pas combien de temps ça doit mettre pour qu'on court dessus. C'est autant de choses. Ça veut dire que, moi je dis au ministère de la Jeunesse et des Sports, il faudrait qu'il y ait des techniciens dans toutes les disciplines de telle en sorte que pour valider une compétition, pour valider quelque chose, il faudrait que ces techniciens puissent avoir des points qui peuvent ne serait-ce que valider. Il y en a. C'est ce que je veux dire. Il y en a, Charles. Je termine pour te dire Charles, que c'est pas ce qui manque. dans toutes les disciplines, je te promets, c'est vraiment... tout ce qu'on est en train de dire ici, ils peuvent le savoir et ils le savent. Ils savent tout ça. Dans chaque discipline, il y a quelqu'un qui peut parler au nom d'eux. Mais maintenant, s'ils risquent leur poste des bénis, oui. Mais forcément, leur langage commence à être différent. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on a quand même le gap entre juin et aujourd'hui, nous sommes en septembre, pour le cas d'Olembe. Parce que je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti. Je sais que j'ai eu la dame qui a écrit un article dessus, j'ai cherché qui elle est, elle et moi on a échangé, il faut qu'on se rencontre, je pense, vendredi, pour demander où est-ce qu'elle a eu l'information de Lembe. C'est-à-dire que je tombais des nues quand j'ai entendu parler. Je lui ai dit, mais non, c'est Japoma. Mais non, si elle a reçu cette information de Olembe, moi je viens sur l'hypothèse de Charles qui dit que peut-être ils avaient modifié. Ils ont mis, attends, peut-être que le ministère ne va pas se déporter pour Douala, peut-être c'est pour Yaoundé, ils vont rester à Yaoundé. Mais je dis, ça va effectivement, comme on dit tout à l'heure, ça va dans tous les sens parce que vous avez une compétition. Je dis, on travaille sur le logo actuellement. Parce qu'on s'était dit, il faudrait qu'on annonce l'événement, on s'est dit, pendant toute l'effervescence et tout, ça prenne du temps. Et, déjà, éventuellement, je reste encore dans l'éventualité, on nous retire l'organisation. Mais de deux, j'entends parler de l'Olembe. Et avec beaucoup d'acuité. Ça allait très vite. Je ne sais pas, c'est un seul article qui a été, je ne sais comment, qui a été repris, relayé par toute la presse. J'ai entendu, Olembe, on a dit qu'Olembe, j'ai dit, mais Olembe n'a jamais, je dis bien jamais été dans le plan de la fédération. On est à la Bépanda. Je peux te garantir qu'après cette émission, tu vas recevoir des coups de fil. On va te taper sur les doigts. Tu n'aurais pas dû le dire. Tu es de la fédération, oui, Désiré, voilà. Sauf que la fédération on ne dit pas tout à la télé. Mais non, la fédération, c'est que dans son cahier de charge, c'est voilà. Maintenant, qu'on ait éventuellement modifié le document, parce que ça veut dire que ce n'est pas le président de la fédération qui dira le contraire. Il sait que ça veut dire qu'on a travaillé tous ensemble. Donc je ne parle pas d'une histoire que moi j'ai prise sur moi. Je n'ai pas pris sur moi cette histoire. Donc tout le monde sait que c'était au Japoma. Ouais. Parce que nous sommes allés au stade de la réunification, parce qu'on jouait sur le public. Malheureusement, à Bépanda, vous n'avez pas de stade annexe, on pourrait courir, s'échauffer. On a donc voulu prendre une piste de 3 couloirs qu'on allait mettre à l'extérieur et tout pour que quand même les gars puissent rester à côté. Parce que Bépanda, vous êtes sûr que vous avez le public. On s'est dit ça posera un autre problème. Donc on va immédiatement à Japoma, où on a organisé le Grand Prix au mois de mai. Tout à fait, récemment. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Le stade annexe nous sert d'échauffement. 2 chambres d'appel, nous sommes sur l'air. Donc, je ne sais honnêtement pas d'où est sortie l'information. Mais ça faisait à peu près combien d'athlètes que vous attendiez? Alors, il faut dire que les championnats d'Afrique, contrairement, comme elle disait, vous savez que c'est 52 pays. C'est toute l'Afrique qui vient. 52 pays. Oui, c'est toute l'Afrique. On ne sélectionne pas 4 pays qui sont qualifiés pour éventuellement. C'est-à-dire que vous avez un gars qui fait la perche, venant du Zimbabwe. Vous avez 2 gars qui viennent du Kenya, du Rwanda, ou 5 gars qui viennent de l'Ouganda, ainsi de suite. Donc, c'est des minima qui vous permettent de participer. Donc, c'était, je dis, est-ce que donc effectivement, tout n'est pas parti pour la CAN? Parce qu'il faut dire très honnêtement que l'afro-basket,
et les championnats d'Afrique d'athlétisme senior, franchement, en termes de budget, c'est pas pareil. C'est pas pareil, du tout. Vraiment, c'est 4 poules de 4. 4 poules de 4, franchement. Enfin, il y a une seule poule de 3 à l'Afro-Basket Dame. Donc, c'est quoi? C'est à peu près 12 équipes. Donc, c'est même pas 20 personnes fois 12. Donc, c'est dire que peut-être que c'était l'achat, le cahier de charge, mais au moins, il y a eu un problème d'effectivement de retour. Parce que on ne peut pas nous dire qu'à la fédération, on sait que le cahier de charge a été déposé au ministère. Le ministère vous dit avoir transmis, acquis le droit. Vous ne pouvez pas bypasser Charles va encore venir, il va dire que c'est tout un Cameroun. Ce n'est pas plusieurs Cameroun, je sais, c'est normal. C'est l'image du Cameroun, après encore, voilà. Et il se passe quoi maintenant, pour terminer? Il se passe que, c'est vrai que ça lui l'a balayé du revers de la main, ce que j'ai dit, dans un certain domaine. On attend à être notifié si éventuellement le retrait serait confirmé. On attend, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas été notifié. Bon, par la Confédération africaine. Ah oui, par la Confédération et par la haute, enfin la Confédération, parce que c'est par la Confédération, dépendant de la Confédération, et plus haut le lead de la haute. La réunion qui devait en décider, le Cameroun n'y participe pas. La réunion Parce que quand il donne un ultimatum d'1 mois, oui, il y a une réunion qui doit se tenir pour savoir si le Cameroun confirme ou pas. À cette réunion-là, est-ce que le Cameroun ne prend pas part? Le plan B donc a été l'île Maurice. Oui, le Cameroun y était. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas notifié, qu'au moins votre représentant y était, lui, il doit vous dire qu'on est déjà sur le plan B, attendons seulement la notification officielle. Mais si vous le dites tel que vous le dites, ça veut dire que nous, on doit encore espérer que ça peut revenir. Par exemple. On reste encore dans l'attente. Voilà, la fédération reste encore dans l'attente. Et on va attendre avec vous pour voir comment ça va évoluer, à suivre en tout cas. Dès qu'on aura fait de la notification, ou dès qu'on aura la confirmation du retrait, je serai revenu, non, de ce que ça nous revient. Ah, de ce que le Cameroun... Je saurais venir vous le dire. D'accord. On va suivre ça de près en tout cas. Voilà, donc s'intéresser au processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football pour terminer cette seconde partie de l'émission. Le processus est entamé. Il y a donc quelques jours, le président de la commission électorale était face à la presse, Eric Ngando. La commission électorale qui était justement face à la presse. On va vous proposer d'écouter cet extrait de cette conférence de presse justement à Yaoundé. La commission électorale a reçu de nombreuses candidatures au poste de président, vice-président des conseils d'administration, des ligues et des délégués aux assemblées régionales. Des personnes ont manifesté leur intérêt dans tous les départements concernés par le processus. Après examen de ces différents dossiers de candidature, nous avons pu valider certaines et invalider d'autres. La décision irrelative vient d'être publiée. Après cette étape, suivra la convocation des délégués pour la tenue de l'Assemblée générale élective le 24 septembre 2021 dans les chefs-lieux des régions. Je vous prends à témoin. Lors du point de presse précédent, ce point n'avait point été évoqué, à savoir la question de double nationalité. Vous êtes en mesure de revoir, de réentendre tout le speech qui avait été déroulé. Cette question n'a jamais été abordée. Cette question ne pouvait même pas l'être. Elle ne pouvait même pas être abordée. Pourquoi? Parce que nous étions à l'étape de l'identification des clubs. Uniquement des clubs. Et c'est ce qui a été fait. Il est donc inadmissible que des personnes malveillantes
prennent des déclarations faites dans un contexte donné par un membre comme étant une décision rendue par la commission électorale et concluent qu'elle serait en train de manœuvrer pour tel éventuel contre tel autre éventuel candidat. Tout juste pour jeter du discrédit, non seulement sur le processus, mais aussi sur ses membres. Si à chaque fois qu'un processus électoral est lancé, l'impartialité et l'indépendance de toutes les personnes qui interviennent sont remises en cause, qui voudriez-vous venir l'organiser, voir l'organiser? Des étrangers ou des gens venus de Mars? Voilà pour la réaction du président de la commission électorale par rapport à la vive polémique suscitée par la question sur la double nationalité. Ernest Mabouka, je ne sais pas ce qui vous amuse actuellement. C'est une question qui avait suscité beaucoup de polémiques, on s'en souvient au sein même de la presse sportive, certains n'hésitant pas à y voir là une façon d'empêcher certaines personnes aussi à pouvoir être candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football le moment venu. Voilà, avec cette sortie du président de la commission électorale, peut-on dire que le débat sur le sujet il est clos? Bon, c'est clos, parce que quelque part, il dit avoir reçu beaucoup de candidatures à la présidence de l'Africafoot. Je crois qu'aujourd'hui, tout Camerounais qui est capable d'être président de l'Africafoot a les mains libres et à pouvoir être président. Je crois, pour moi, c'est bien, parce que cette polémique avait déjà, si vous avez lu les réseaux sociaux, c'était déjà autre chose. On parlait de Samuel Eto'o, on parlait des Camerounais qui ont la double nationalité, ce qui n'était pas bon, parce que quand on regarde bien ces joueurs qui ont joué pour le Cameroun, ils ont gagné des compétitions, ont gagné des Coupes d'Afrique pour l'équipe nationale du Cameroun, ils sont Camerounais, ils n'ont jamais joué nulle part dans les pays qu'on disait qu'ils ont la double nationalité. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est libre. Et quand on revoit, même il est délégué au Sénégal maritime, dans le département du Sénégal maritime, mais Samuel Eto'o est délégué. Et moi, comme je l'ai dit, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise que le pays qu'on connaît, le pays de Roger Mila, de Joseph-Antoine Bell, de Thomas Kono, de Samuel Eto'o et autres footballeurs qui ont porté les couleurs de l'équipe nationale, peuvent ne serait-ce que parler du sport, du football en particulier au Cameroun et être présidentiable pour la Fédération camerounaise de football. Maintenant, c'est là où il y a beaucoup de questions. Est-ce que cette élection qui va se dérouler dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui pourront en faire qu'on va annuler? Parce que nous, on a toujours pensé on a eu des présidents comme Tombi, qui a été élu, bien après, avec beaucoup de contestation, il a été dessous. Il y a encore le président Bombon Joya. Est-ce que nous allons toujours continuer à aller au TAS tout le temps ou bien dans les juridictions pour que nous puissions ne serait-ce que gérer le football au Cameroun? Moi, je crois qu'il y a temps pour que tout ce monde-là, ceux qui sont là aujourd'hui et ce processus électoral, s'il y a quelque chose qui pourra l'empêcher pour l'annulation demain, qu'on puisse ne serait-ce que régler ce problème maintenant. C'est là, moi je dis, c'est là où ça me fait un peu mal, parce que dès le départ, quand on parlait de cette double nationalité, il y a eu beaucoup il y a des gens même qui ont eu à pouvoir ne serait-ce que lever les voix. Je crois qu'aujourd'hui, tout est clair. Le président de la commission électorale a dit, comme a dit certains ministres, parce qu'ils sont toujours en train de dire ceci, il n'y a pas eu de mort, et là on dit il n'y a pas de mort, et là il y a des morts. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout Camerounais connaît qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de mots parlant de la double nationalité. Il est libre, il est président, mais je crois qu'il faudrait que ça se passe dans toutes ces vérités, qu'on retrouve un peu ces valeurs et ces hommes camerounais qui peuvent gérer le football. S'ils sont candidats,
être capable de pouvoir gérer le sport. D'accord. Charles, pour vous aussi, le débat sur la double nationalité est clos avec cette sortie du président de la commission électorale? Il n'a pas commencé. Comment on va clore un débat qui n'a pas commencé? Je ne connais aucun candidat à la FECAFOOT réputé avoir la double nationalité jusqu'à présent. C'est qui? Les seuls candidats annoncés, c'est Onana, c'est Mabouan Kesak. C'est deux qu'on parle? Parce que je n'ai pas un autre candidat annoncé pour moi. Il y a le jeune gars L'expression anglaise, là. Celui qui vient de l'étranger? Oui, qui vient de l'étranger. Le groupe, il y a un manager. C'est de lui qu'on parle alors pour faire autant de bruit autour de la double nationalité? J'en suis pas certain. Je pense que les gens sont, et c'est ce que je vous dis souvent, que l'effort que personnellement je fais aujourd'hui, c'est de me battre pour garder ma lucidité. Parce que c'est très difficile au Cameroun en ce moment. Entre les influenceurs web qui veulent vous retourner votre cerveau à l'envers, les gens qui ont le pouvoir, qui veulent vous manipuler tous azimuts pour atteindre leur fin, ceux qui veulent le conquérir, qui font pareil pour vous manipuler, etc., vous ne savez plus où vous en êtes. Il n'y a pas, pour l'instant, d'abord le processus électoral à la FECAFOOT me gêne parce que l'autorité du sport, le ministre des Sports, dans une correspondance, c'est par écrit, vous dit que l'âge c'est 2009. Parce que ça a été décidé comme ça devant les juridictions. Je réalise que c'est un magistrat qui préside la commission électorale de la fédération, qui fait fi de tout ça et qui continue quand même son processus électoral alors que c'est d'autres magistrats qui ont pris cette décision. Moi, ça me pose un problème. Je crois que le minimum, c'est qu'un magistrat respecte au moins la décision de ses collègues et dise aux trucs qui s'en plaignent d'aller se pouvoir au-dessus, s'il y a un dessus. Et le ministre l'a mis par écrit. Il a confirmé dans une seconde lettre que je maintiens ce que j'ai dit, mais comme vous avez décidé que ça va se faire, allez-y. Ça veut dire que c'est 2009. Est-ce que c'est avec 2009? Et les tests qui sont liés, qu'on est en train de travailler, la réponse est non. Donc c'est un processus électoral morné. Pourquoi on veut nous distraire avec cette affaire? Et ce qui me choque d'autant plus, c'est que cette affaire-là, son apothéose, c'est-à-dire l'élection supposée du président, c'est quasiment en novembre-décembre, c'est-à-dire la veille de la CAN. Voilà des gars qui veulent créer des troubles dans le secteur qui va habiter la CAN, c'est-à-dire le foot. C'est-à-dire les gars du foot vont être divisés, ça va être la guerre à un mois de la CAN. C'est sérieux ça? Non, vous auriez souhaité que la CAN mais qu'on arrête cette affaire. Avec un bureau intérimaire. C'est-à-dire qu'on frappe du poing sur la table, qu'on dise à la FIFA, mettez comité de normalisation comme vous avez l'habitude de le faire et attendez après la CAN. On verra ça. Comité de normalisation, 6 mois, 8 mois. Notre CAN passe et puis vous recommencez vos histoires. Parce que nous, vous allez diviser les acteurs du sport. Parce qu'entre ceux qui supportent un X et les autres qui supportent Y, quand ils vont se retrouver au COCAN, je ne sais pas comment ils vont travailler. Le COCAN va même devenir une instance où on va commencer à faire quelques lobbying, etc. Ça va nous empoisonner la CAN. Il faut arrêter ça tout de suite. Il ne faut même pas continuer. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en parler. Ils vont nous phagocyter, ils vont nous tuer l'enthousiasme qu'on n'a même pas encore. Parce que comme je vous le dis souvent, c'est encore la CAN des autorités. Il faut qu'on nous remette la CAN à nous le peuple, à nous les populations. Nous les populations n'ont pas encore la CAN. Elle est encore celle des autorités. Quand ils vont visiter le stade de Japoma, vous voyez 40 voitures qui passent. Vous n'êtes pas concernés. Vous regardez ça à distance. Ah tiens, c'est qui? On est un ministre des Sports avec le gouverneur et les gens de la CAF qui sont en train d'aller visiter Japoma. Vous regardez ça, c'est comme si c'est leur affaire. Mais il est temps qu'ils nous remettent cette affaire parce que la CAN, c'est la CAN des populations. Qu'on nous dise si tout le monde, si STV va pouvoir retransmettre au moins en direct la CAN du Cameroun. Votre ministère de la Communication doit acheter les droits pour tout le monde. Parce que c'est notre compétition, c'est nous qui l'abritons. Il n'y a pas de raison que la télévision nationale commence encore à vous mettre des messages de menaces, que ne diffusez pas la CAN en direct, parce que, alors qu'on sait qu'on n'aura pas le plein des stades à cause de Covid. Comment est-ce que ça va être la fête si le ministère de l'État du Cameroun ne prend pas en considération que la presse privée aussi fait partie de l'État du Cameroun et que ce ministère achète les droits pour tout le monde? C'est à ça qu'on devait être consacré maintenant. Pas à des choses futiles
qui ne vont déboucher sur rien, puisque les personnes ne respectent aucun texte. Et on va aller nous empoisonner, nous pourrir l'atmosphère un mois avant la CAN. L'élection, vous savez que l'élection, c'est l'élection du président national qui est l'apothéose, et c'est là où il y a toutes les guerres de tranchées. Toutes les contestations du monde. À un mois de la CAN, est-ce que c'est intelligent? Moi, je crois que, je ne sais pas si c'est le Premier ministre qui peut le faire, qu'on dise à la FIFA, messieurs, vous avez l'habitude de nous mettre des comités de normalisation. L'élection de bureau qui était là a été annulée. Les tests qui ont été faits ont été annulés. Mettez un comité de normalisation. Nous-mêmes, nous vous le demandons. Choisissez qui vous voulez. Mettez un comité de normalisation, mais ne nous parlez pas d'élection avant la CAN, avant la fin de la CAN. Il faut arrêter ça. C'est un mauvais timing. C'est un très, très mauvais timing. On sait ce que c'est que l'élection chez nous. Maintenant, pour dire un mot juste sur cette question de double nationalité, c'est un problème au Cameroun. Mais c'est un gros problème au Cameroun. Personne ne peut balayer ça en disant que c'est... Et je ne prends pas ça dans le sens où on dit que les joueurs ont joué. C'est pour ça que non, on sait qu'il y a double nationalité sportive. Ça, c'est connu. CIO, FIFA, tout le monde sait ce que c'est. On a vu notre compatriote aux Jeux Olympiques qui courait pour le Portugal, l'athlète Dormo. On l'a bien vu. Vous comprenez, il y a la nationalité sportive. Et les conditions, même à la FIFA, pour la nationalité sportive sont précisées dans les statuts. Vous irez dans les statuts, vous lisez, les conditions sont là-dedans. Et on sait que beaucoup de nos joueurs, pour ne pas être extra-communautaires, notamment en Europe, sont obligés de prendre la nationalité. Sinon, c'est eux qui vont être écartés. Parce que mais c'est ce que je dis, pour ne pas être extra-communautaire. Il est obligé de prendre la nationalité pour qu'on le compte pas, parce qu'on va privilégier les Brésiliens, on va privilégier tel autre. Chacun dans son pays. Bien sûr. Donc je dis, tout le monde sait qu'il y a cette nationalité, mais on sait qu'il y a un vrai problème de nationalité au Cameroun. On sait pertinemment qu'on peut prendre des exemples. On sait que Dédé Yango a voulu être président des droits d'auteur au Cameroun. On lui a ressorti qu'il est américain. Mais quand Dédé Yango chante You Must Calculate, je ne sais pas si c'est pour les Américains qui chantent ça. Parce qu'il y a des gens qui me répondent que oui, mais c'est la musique. Qu'est-ce que vous appelez la musique? C'est qui chantait la musique australienne? Quand il chantait tout ce qu'il a chanté, il a fait danser qui au maximum? Ce n'est pas les Camerounais. Je sors de là. L'ancien président de Dynamo. Je préfère aborder ça comme ça parce que dans les émissions de sport. Ancien président de Dynamo, il a été écarté des élections comme Hervé Manienko. Il n'a pas été écarté parce qu'il est français. Quand il était président de Dynamo, il était Camerounais. Il y a déjà eu ce problème. Je ne parlerai pas d'autres événements. Roger Mila. Les gens l'oublient. Quand on joue contre l'Arabie Saoudite, je crois, les gars de l'Arabie Saoudite disent que Mila n'est pas camerounais. Vous vous en souvenez? À cause des questions de passeport, on a dû démontrer sa camerounité pour qu'il puisse jouer et puisse gagner l'Arabie Saoudite. C'est un vieux problème. C'est un problème réel qui existe. Donc, on va le poser en temps opportun. Si ça attrape quelqu'un, parce que c'est la loi, ça va attraper tout le monde, comme ça a attrapé Dédé Yango et d'autres. Mais à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est capitaliser la notoriété de Samuel Eto'o. Pour se dire, comme ça va le concerner, est-ce que ça peut faire bouger les lignes? C'est dans ce sens qu'il faut réfléchir. Bouger les lignes dans quel sens? Dans le sens où on va estimer que cette loi-là, elle n'est pas bénéfique au Cameroun. Parce que voilà des enfants valeureux qui peuvent nous apporter, qu'on traite comme des étrangers. Est-ce que Samuel Eto'o pourra, là où Richard Bonana part ici, est-ce que Eto'o peut faire bouger les lignes pour que ce phénomène... Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent ici, et vous écoutez ça dans les médias. Il va acheter un terrain, on lui dit qu'il n'est pas camerounais. Il ne peut pas acquérir le terrain. Tu crées une entreprise même. Alors que c'est le petit frère d'Yves Désiré, quoi, là, que tout le monde connaît. Tout le monde l'a vu partir. Il revient, il veut un petit lopin de terre à Bonabéry, on lui dit non, il faut passer par quelqu'un, mon cher ami. Tu as beau t'appeler, quoi, là, tu n'es plus camerounais, tu es parti. C'est un problème qu'il faut régler, mais alors froidement. Il ne faut pas s'emballer. Rien à voir avec le fait que vous ayez eu à porter les couleurs du Cameroun. Non, ça c'est la nationalité sportive. Voilà. Françoise Bango a gagné 2 médailles olympiques pour le Cameroun. Quand elle a réalisé que sa retraite risque d'être problématique, elle est redevenue française. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a insultée. Les Camerounais l'ont insultée copieusement.
une déesse, parce que moi je l'appelle déesse, qui vous donne 2 médailles d'or à 2 Jeux olympiques différents, vous trouvez, qui prend le maillot de drapeau du Cameroun. Moi, tous les spectacles de Richard Bona que j'ai déjà regardés partout en vidéo, que ce soit en Chine, au Japon, en Australie, quand on le présente, on dit from Cameroon, Richard Bona. On n'a jamais dit from USA. Jamais. Et à ce moment, on est content. Mais quand il vous fait une remarque qu'il ne faut plus que je m'aligne avec les étrangers à l'aéroport, quand je vais dans mon pays, ça me fait honte, vous commencez à l'insulter. C'est un problème qu'il faut poser. Je dis, j'espère que Eto'o Fils a une notoriété qui est telle que si ce problème-là se pose avec lui aujourd'hui, j'espère qu'il va le porter. Parce que eux tous n'ont pas été solidaires des autres à qui on a opposé leur binationalité pour ne pas bénéficier de certaines choses. Ils n'ont pas été solidaires, lui non plus. J'espère au moins que cette fois-ci, il va porter cette cause et lui appeler les autres pour dire faisons avancer cette affaire. Donc, si on vous comprend bien, on se dirige vers une éventuelle candidature de Samuel Eto'o. J'espère, puisque le coach l'a dit, il est déjà sur les tablettes de la Sanaga Maritime. Ça veut dire qu'il veut participer. Il veut participer à quelque chose. Parce qu'au sommet là-bas, quand tu mets ta candidature, quand tu n'es pas envoyé, il faut des parrainages. Et ça, ce n'est pas souvent évident. Il préfère venir en délégué. Au moins, il n'a plus la nécessité des parrainages, etc. Peut-être que ça va lui bouffer de l'énergie à chercher les parrainages avec toutes les guerres qu'il y a, tous les camps, et tous les problèmes qu'il y a, qui ont des ramifications jusqu'au plus haut niveau de l'État. Vous le savez, nous savons tous. Et que quand on vous dit que Bell ne doit pas être président de la FECAFOOT, c'est des instructions qui viennent d'ailleurs. Ça ne vient pas forcément des milieux du foot. Nous le savons tous. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont en train de dire on ne veut pas Eto'o non plus. Parce que pour telle ou telle autre raison. Moi, je dis, laissez-nous d'abord organiser la CAN. Vous revenez à ça. Que ce problème-là, Eto'o le porte. Je suis d'accord qu'il le porte parce qu'il a une notoriété qui permet de poser ce problème au plus haut niveau de l'État et de faire en sorte que tout le monde s'intéresse à ce problème-là pour le régler. Je suis d'accord qu'il le porte, mais qu'il appelle les autres, qui sollicitent Hervé Manienkom, qui lui disent que monsieur Nkom, vous avez eu ce problème, venez avec moi. Dédié Yango, s'il vous plaît, venez. Richard ne viendra pas parce que, évidemment, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe ici, à raison d'ailleurs. Mais je dis, ceux qui peuvent venir, qu'ils le soutiennent, parce que demain, ça va se poser à handicap. Ça va se poser à je ne sais pas. En fait, c'est ce que moi je veux dire. Les basketteurs qui sont aux États-Unis, quand ils vont gagner tout cet argent, ils voudront venir l'investir. Vous allez leur dire, non, tu es américain. Attendez un peu, c'est un problème qu'il faut régler. Et c'est bien que ça tombe dessus, que c'est le nom d'Eto'o. Qui soit devant, les lignes vont pouvoir bouger. Même lecture, Yves Désiré? Oui, honnêtement, même lecture. Déjà, je veux dire que le problème de double nationalité, il faudrait dire que c'est un peu fou, quoi. C'est-à-dire qu'en dehors de... Maintenant, il est clair que le Camerounais qui acquiert une nouvelle nationalité, une autre nationalité, hors du cas du foot du sport, il perd systématiquement la nationalité camerounaise. Mais j'estime quand même que pour des gens qui partent pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour le sport, pour la culture, pour, je ne sais pas moi, n'importe quoi, et qui reviennent au Cameroun vouloir faire quelque chose, bah, qu'on les accompagne. Aujourd'hui, ici, c'est le cas qui fait beaucoup plus jaser. Parce que moi, vous savez, j'ai ce problème, j'aime pas commenter les posts envoyés dans les réseaux sociaux parce que je me dis, bon, je prends pas ça comme quelque chose d'officiel, quoi. Donc, j'attends toujours et quand je regarde, je me dis, on dit, voilà, aujourd'hui, c'est à d'une nationalité et il ne pourra pas se présenter, ainsi de suite. Mais vous le retrouvez donc maintenant délégué au niveau de la Sanaga Maritime. Alors, vous voulez me dire qu'au niveau de la Sanaga Maritime, il peut être délégué et plus haut. On va bloquer sa candidature, j'ai envie de comprendre. Parce que ce n'est pas la peine de commencer par le bas pour arriver au sommet. Mais autant mieux vous éliminer, il faudrait dire en poule, que vous bloquez en finale. Mais ce serait un peu absurde. Ça va être, pour moi, c'est un peu comme deux poids, deux mesures. C'est la même fédération. Yves Désiré, on ne sera pas la première absurdité. Ah ben voilà. Vous vous souvenez bien
Quand vous dites que les directeurs généraux ne doivent pas faire plus de 9 ans en poste, n'est-ce pas? On vient pas un de dire débat non. politique. Non, ce n'est pas politique. Je Voilà. voulais lui dire qu'il y a des absurdités comme ça. C'est-à-dire qu'il va se dire, est-ce que la fonction de directeur général est plus compliquée que celle de chef d'État, par exemple? Si Voilà, on entre dans les absurdités de ce type. Mais, donc, ça veut dire que... il faut savoir qu'on peut l'admettre Au au niveau local, départemental. mais que dans leur esprit, la représentation, parce que président de la FECAFOOT, il y a déjà un volet représentation. C'est-à-dire que tu représentes le Cameroun et qu'ils estiment que tu ne peux pas représenter le Cameroun. Oui, mais à ce C'est niveau... impossible. Charles, moi je crois que le jeu qui est là niveau, maintenant... D'accord. À ce niveau, non, je veux dire, si on commence par la base pour atteindre le sommet et que vous est permis de faire là-bas, vous représentez aussi quand même, vous me direz c'est pas pareil, vous représentez un département, une région. Bah, pourquoi vous êtes donc représenter une nation? Maintenant, on est dans le cadre du sport, ok? Non, dans le cadre du sport. Revenons sur le cadre de la double nationalité. Combien de ministres camerounais n'ont pas 2 passeports? Ce n'est pas un débat politique. Je continue. Non, Voilà. c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels les gens ont les doubles nationalités, mais ils occupent des fonctions administratives. Ils nous représentent bel et bien à l'échiquier international. C'est-à-dire qu'ils sont ministres de ceci, ils vont représenter le chef de l'État. Avec quel passeport ils y vont? Donc, pour moi, c'est dire aujourd'hui, si effectivement, comme dit Charles, la posture d'Eto, son statut peut faire en sorte que vraiment on balaye cette histoire du revers de la main, parce que c'est très, ça a l'air comme ça, mais plus on en parle et plus vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens. Qui, je sais pas, je pouvais changer de verbe que j'ai failli utiliser, qui encensait à un moment beaucoup plus le RDPC dans l'électoral que M. Hervé Manienkom. Parce que vous êtes dans vos divisions, on l'a exclu lors des élections. Ça va se passer aujourd'hui. Le cas est tôt. Peut-être ça arrange beaucoup de personnes. Maintenant, comme le Cameroun a ce bicéphalisme là au niveau du sport, parce que la FECAFOOT est à droite et le ministère est d'un côté, la FECAFOOT de l'autre, ça fait qu'effectivement vous avez des fractions partout. Nous, d'accord, nous on est chaud. Allez, dit qu'on annule. S'il a 2 nationalités, il ne passe pas. Mais ici, machin. Donc ça va rendre encore le processus. Donc, il faut voir. Il faut faudra observer. S'il faut voir. À chaque étape. Est-ce qu'on peut voir ça en février? Parce que là, maintenant, moi, je rejoins aussi Charles en même temps. Ah, donc il ne faudrait pas des élections avant la CAN. On sait tout ce que ça va créer. On sait tout ce que ça va créer. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on est certain qu'avec les élections qui arrivent, on repartira au TAS, ça va être le même tralala. Donc, on s'y attend déjà. Mais maintenant, la pire des choses, c'est que je voulais quand même qu'on ait à la CAN étant je dis camerounais. Parce que j'ai vu sur un de vos débats ici qui n'avaient rien à voir avec le sport. On discutait, jusqu'à ce que tout le monde c'était comment vous dites ça, des représentants de partis politiques qui discutaient. Mais dès qu'on a ramené sur le plateau le cas de la CAN, où Ahmad avait dit que même avec 4 pays, on ne peut pas organiser, j'ai vu les Camerounais, c'est-à-dire qui ont failli porter cette table. C'est pour dire que tout peut nous diviser au Cameroun. Ouais. Mais ne touchez pas à ce qu'on appelle l'opium du peuple, qui est le football actuellement au Cameroun. Sauvons au moins les meubles avec cette histoire de la CAN là. Et évitons, parce que c'est en octobre, en fin d'année, c'est en fin d'année en tout cas. C'est en fin d'année. Mais on part dans quel élan? Qui va donc mener être, enfin, il dit l'organe technique. C'est un processus qui a quand même déjà lancé. On va rentrer dans les bureaux à Yaoundé, le bâtiment qui est au côté du stade, le Cocano, Palais des Sports. Ils vont se regarder comment? Parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que les conséquences vont être terribles. Parce que là, on ne se dit plus bonjour, on ne dort même plus dans ça, on ne se salue plus. Bon, le Covid est dedans, on se salue maintenant ou à distance, ou les coudes, mais on a peur chacun de l'autre. Donc, pour moi, cette histoire de double nationalité, honnêtement, ils sont une peur de faire comme les autres. Coach, il faut reporter les élections à plus tard. Non, pas du tout, puisque la pression vient de la FIFA et de la CAF. Pour qu'on ait un président avant la Coupe d'Afrique. C'est ça le problème. On doit avoir un président de la Fédération camerounaise de football. S'il est élu, ou mal ou mauvais, il doit être président avant la Coupe d'Afrique. C'est ce que la FIFA a dit. Mais un comité de nomination tient lieu de président. Non, c'est qu'avant qu'on en arrive là, la FIFA avait dit qu'il n'y aura plus de comité de nomination au Cameroun. Non, ils avaient dit niet. C'est le règlement. C'est le règlement, oui. Ils avaient dit ça niet, Charles, il faut le dire. Ils avaient dit dans le règlement que le Cameroun ne pourra plus avoir un comité de nomination. Mais ils peuvent encore le changer, non? Non, ça veut dire que, comme Charles est en train de dire, que le gouvernement camerounais demande qui est... Ah, donc c'est eux qui peuvent prendre l'initiative. Oui, c'est le gouvernement camerounais. Peut-être oui. C'est le gouvernement camerounais qui peut demander, mais actuellement, nous savons qu'il y a une pression.
on a une Coupe d'Afrique que nous ne savons pas. Oui, mais est-ce que parce qu'on a la CAN, on va tout accepter? Parce qu'on veut sauver la CAN? Non, n'acceptons pas non plus n'importe quoi. La FIFA vous demande d'avoir un président éligible avant... Non, sauf que tu as dit bien ou mal élu. Oui, mais puisqu'il y a des procès. Désignons donc quelqu'un comme on désigne les globes qui vont à la CAN. Vous ne pouvez pas cautionner quelque chose qui n'existe pas. Présidence par intérim, c'est dans quel test de la FIFA? Continuons. Là, Charles, président par intérim, c'est la FIFA qui le... Non, la FIFA ne crée pas les textes. Mais c'est la FIFA qui dit qu'il est président. Au Cameroun, c'est l'Assemblée générale de la FIFA qui commande la FIFA. Personne d'autre. Mais alors, même pas la FIFA. La FIFA dit donc président par intérim. C'est un truc qui n'existe pas. On ne va pas revenir sur ce débat, sur la position de Gianni Infantino, le président de la FIFA, par rapport justement à cette situation du Cameroun. Merci Yves-Désiré Ekwala, Charles Mongué-Mouyeme et NS Mabouka d'être venus ce soir. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.